Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette plénière sur la crise du Covid. Je me permets de prendre un petit moment avant le début de la plénière elle-même. Je m'appelle Benoît Monand, je suis directeur de la Fondation de l'écologie politique. Et comme cette plénière est co-organisée par la Fondation, on voulait prendre un petit moment pour rendre hommage à quelqu'un qui n'est plus avec nous, qui nous a quittés le 3 août dernier. C'est quelqu'un qui s'appelle Philippe Frémaux, que vous connaissez certainement par d'autres fonctions, parce qu'il a été pendant longtemps rédacteur en chef et PDG de la coopérative Alternative Économique. Donc c'est quelqu'un qui est connu médiatiquement par ce rôle-là, également parce qu'il a été chroniqueur médiatique, notamment à la matinale de France Inter, où il avait pris la place de Bernard Maris pour la joute économique et hebdomadaire face à Dominique Seux notamment. Philippe Frémaux, c'était peut-être moins connu du grand public, mais c'était connu pour les participants des journées d'été. C'est quelqu'un qui venait très régulièrement aux journées d'été des écologistes. C'est quelqu'un qui était écologiste depuis sa jeunesse, qui avait été candidat au municipal sur la liste écologiste à Paris en 1977, qui après avait pris un petit peu de champ par rapport à l'appareil partisan, par rapport à son métier de journaliste. Et comme c'était quelqu'un qui avait un énorme sens de l'éthique, il faisait très attention par rapport à ses fonctions à ne pas mêler les activités militantes et son éthique de journaliste. Mais c'est quelqu'un qui venait très régulièrement aux journées d'été des écologistes, vous le savez si vous participez souvent. Et c'est quelqu'un qui a énormément compté pour la Fondation de l'écologie politique. Il faisait partie des membres qui étaient dans l'association de préfiguration de la Fondation, et il a siégé pendant 2 mandats au conseil de surveillance. Il nous a beaucoup aidé pour construire la Fondation de l'écologie politique, pour amener aussi des réflexions plus économiques au sein de la famille écologiste. Et donc on voulait prendre un petit moment pour lui rendre hommage et mentionner le rôle qu'il a eu pour le mouvement de l'écologie politique en général et tout ce qu'il a pu apporter. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux, qui a donné beaucoup de temps pour développer beaucoup de projets avec nous et puis avec aussi beaucoup d'autres organisations. On pense notamment à l'Institut Veblen où il était président, à l'IDS où il était directeur général également. C'est quelqu'un qui a beaucoup aidé à porter des projets. Il était également au conseil scientifique de l'association HOP, par exemple, le Halte à l'obsolescence programmée. Donc voilà, on est très triste qu'il ne soit plus parmi nous, et je pense qu'il aurait aimé cette année encore pouvoir participer à ces journées d'été. Et je vais donc passer la parole à Manuel Domergue, Manuel qui est chroniqueur à Alternative Économique, qui a travaillé avec Philippe et qui a pris sa place au conseil de surveillance de la Fondation de l'écologie politique. Donc voilà, je te laisse lui rendre un petit hommage également. Merci Benoît. Bonjour à tous. Effectivement, Philippe Frémaux nous manque cruellement cette année. Il était là, je pense, tous les ans aux journées d'été. Donc, beaucoup de gens connaissaient ses livres, ses analyses, son ton caustique quand il parlait de la mondialisation, de l'écologie, de Macron, de l'Europe. On connaissait peut-être aussi sa démarche un peu chaloupée comme ça, parce qu'il avait des petits problèmes de hanche de temps en temps. Il a été victime d'un cancer incurable. Il a lutté très courageusement pendant 1 an. Il s'attachait beaucoup à aller à ses rendez-vous médicaux de Fontenay-sous-Bois à Paris à vélo, y compris vraiment aux dernières semaines. Je pense à la fois un peu pour être fidèle à ses engagements. Il avait fait la première manif à vélo dans les années 70 à Paris, et puis aussi pour pouvoir avoir raison contre les opposants aux pistes cyclables sur Facebook, parce que jusqu'au bout, il voulait quand même débattre et avoir raison. Il aimait bien aussi avoir raison. Philippe Frémaux, c'est quelqu'un qui n'était pas tellement du sérail, on va dire, des économistes, des intellectuels. Il avait commencé comme professeur de SES, sciences économiques et sociales. Il a toujours été très attaché à cette filière économique dont le bac aujourd'hui n'existe plus. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. Ensuite, il s'est lancé dans le journalisme. Il a été au Monde. Il a été consultant au BIP, le Bureau d'information et de prévision économique. Et puis, il s'est lancé à Alternative Économique quand son fondateur, Denis Clerc, en a fait le premier salarié en 1988. Et ensuite, il est devenu, comme Benoît l'a dit, rédacteur en chef, puis PDG de la SCOP, où il m'a embauché
quelques années plus tard, où j'ai eu la chance de le côtoyer pendant des années. C'était vraiment un petit patron de PME, comme il aimait se présenter. C'était un peu pour provoquer aussi ses amis à gauche qui se méfient de l'entreprise, aussi un peu pour montrer à ses contradicteurs de droite qu'il était peut-être meilleur connaisseur qu'eux de la réalité, des contraintes des petites PME. C'est quelqu'un aussi qui était, au-delà de ses positions intellectuelles, extrêmement attaché à faire vivre sa coopérative, aussi à la fois dans son vécu démocratique et puis aussi dans sa survie économique, parce que faire marcher une SCOP, qui est un peu la dernière SCOP de la presse indépendante, pendant plus de 30 ans dans un environnement économique et idéologique extrêmement hostile, c'est pas simplement un intellectuel, c'était un vrai patron, un vrai gestionnaire, et il a sillonné la France dans tous ses coins pour aller augmenter le chiffre d'affaires de 1000 ou 2000 euros pour animer des débats. C'est quelqu'un aussi, si vous l'avez connu, qui s'en laissait pas trop compter. Il avait un peu de distance à l'égard de tous nos engagements, de toutes nos théories, de tout notre militantisme. Mais c'était quelqu'un qui était très attaché à ses convictions, mais qui avait un peu, je pense, de pudeur dans la manière de les exprimer. On dit parfois que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Il en a beaucoup usé pendant sa maladie pour se donner du courage et puis pour donner du courage à ses proches. Il avait aussi cette pudeur, je pense, et cette politesse dans la conviction de ne pas les imposer, pas imposer ses certitudes aux autres et être toujours ouvert au débat. Jean Gadret a écrit un texte à propos de la mort de Philippe où il parlait de la sobriété de Philippe dans son argumentation, justement à l'opposé de la grandiloquence ou de l'argument d'autorité qu'on peut connaître. Il était aussi un peu vacciné contre les arguments d'autorité parce que, en tant que prof de SES, journaliste économique, il a pesé dans le débat économique face à des économistes avec leurs théories, avec leurs équations, les théories néoclassiques, etc., qui au fond ne connaissaient pas beaucoup l'économie réelle et les choix réels des acteurs économiques. Donc il avait toujours ce petit sourire en coin, un peu moqueur de lui-même aussi, hein, mais il savait être un peu dur envers les autres quand c'était nécessaire, et ça permettait d'avoir un peu de dynamique. Dominique Méda aussi, dans un texte, a dit que une discussion avec Philippe Frémaux, c'était pas un match de boxe, c'était plutôt une danse où il vous relançait comme ça de manière un peu perfide parfois, mais c'est parce que je pense qu'il était très méfiant envers déjà les systèmes totalitaires. C'est un enfant de 68, lecteur de Castoriadis. Il a beaucoup écrit sur l'URSS, donc il en a déduit aussi une méfiance un peu instinctive envers les systèmes totalitaires un peu trop parfaits, les régimes un peu trop parfaits qui veulent faire le bonheur des gens à leur place. Et donc il avait toujours ce sourire en coin un peu méfiant. Il n'était pas complètement français non plus, uniquement français. Il avait des origines suédoises. Moi je disais qu'il était à moitié suédois, à moitié ours, parce que physiquement il était quand même plus ours que suédois. Mais et puis parce qu'il savait aussi donner des coups de patte un peu bien sentis quand il fallait, y compris au vert. Moi souvent il me disait: alors comment vont tes verdâtres, parce qu'il avait toujours un peu de moquerie envers tout le monde, mais surtout envers les gens qu'il aime bien. Mais comme l'a dit Benoît, il a été candidat aux élections municipales en 77 sur les listes écologistes de Brice-Lalonde à Paris. Ils avaient fait d'ailleurs 10,1%, et je pense que s'il était là, il ne se priverait pas de dire que c'est pas si loin du score de David Béliard cette année, autre sociétaire éminent de notre modeste coopérative. Donc voilà, Philippe, c'était surtout un passeur de témoins, quelqu'un qui était attaché à donner des armes de la connaissance aux lycéens. Beaucoup de lycéens qui ont passé leur bac ES l'ont fait avec Alternative économique à la main, mais aussi aux citoyens, en montant l'IDS, les Journées de l'économie autrement, en étant cofondateur de l'association Attaque aussi, à son origine en 98. Et pour ses obsèques, sa famille, dans le faire-part de décès, a dit qu'il ne voulait pas de fleurs ni de dons à des associations, mais par contre, il fallait s'abonner à Alternative économique. Et je pense que s'il était là, il ajouterait que c'est seulement 78 € par an, soit 6,50 € par mois, et que à la librairie des journées d'été, il y a beaucoup de hors-série pour seulement 9,50 € qui vous feront un peu découvrir des théories, des pratiques de terrain, et qui feront vivre cette modeste coopérative de presse qui est si nécessaire aujourd'hui. Voilà, merci. Très bien. Bien, merci Manu pour ce bel hommage introductif. Bon, moi j'ai un peu la charge de lancer avec Marie, puisqu'on est deux co-animateurs de cette plénière, de lancer un peu la plénière intitulée, vous l'avez tous lu, Covid-19, une catastrophe de l'Anthropocène. Alors effectivement, le mot catastrophe n'a pas été choisi au hasard.
l'expérience que nous sommes en train de vivre ne se résume pas à une simple crise sanitaire, comme parfois on l'entend dire, comme si la parenthèse allait se refermer très rapidement et que le monde d'avant pourrait continuer comme hier. Il s'agit évidemment beaucoup plus d'une catastrophe dans le sens où le Covid-19, alors on dit là le Covid-19, en quelques semaines a institué un nouvel imaginaire, celui de la pandémie, de nouvelles peurs, de nouvelles menaces. Chacun d'entre nous ressent probablement dans sa vie quotidienne le fait que l'autre, aujourd'hui, dans l'espace public, est parfois interprété ou vécu comme une menace potentielle en matière de transmission du virus. Et ça, ce n'est pas quelque chose, en tout cas à mon sens, qui est totalement marginal ou secondaire dans notre manière d'approcher cette pandémie. De nouvelles manières d'être, de se positionner dans l'espace public, les fameux gestes barrières, la fameuse distanciation physique que nous-mêmes ici sommes bien obligés de mettre en œuvre, mais qui, quelque part, décline une autre manière d'être présent avec les autres dans l'espace public, une autre manière aussi de travailler, de consommer. On a beaucoup parlé durant cette période de confinement du développement du télétravail, de la télémédecine, du téléenseignement. En matière de consommation, eh bien, on a vu l'explosion de certaines plateformes de e-commerce. Donc tout cela est aussi, je dirais, des configurations nouvelles. Et puis, je dirais, pour terminer, la mise en place aussi de nouvelles technologies de surveillance, parce qu'on a beaucoup, là aussi, parlé de tracking, de drones circulant dans l'espace public, qui vont globalement transformer durablement notre environnement. Alors, toutes ces tendances existaient bien entendu avant la pandémie, mais le Covid-19 a probablement joué un rôle de catalyseur, d'accélérateur, d'approfondissement de ces différentes orientations, tout en révélant simultanément l'extrême vulnérabilité. Et parler de vulnérabilité, c'est évidemment en parler au pluriel, vulnérabilité de notre modèle de développement économique et social, mais vulnérabilité aussi, par exemple, de notre manière d'appréhender l'aménagement du territoire centré sur la métropolisation de l'espace. La fragilité, évidemment, de notre système de santé publique, on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette plénière. Et puis, pour terminer, la fragilité aussi du processus démocratique, dans la mesure où, on l'a vu, la Covid ou le Covid-19 a été l'occasion de réactualiser quelque part l'état d'urgence sanitaire. Donc c'est de tout cela dont il va être question dans cette plénière. Je voudrais ajouter, et je terminerai là-dessus, parce qu'on en parlera probablement un peu moins dans cette plénière, les conséquences géopolitiques et géostratégiques de cette catastrophe sanitaire. On a beaucoup évoqué le rôle de la Chine durant ces 2 derniers mois dans la gestion de la crise sanitaire, des tensions entre les 2 puissances économiques mondiales, États-Unis, Chine, du rejet du multilatéralisme, et ça c'est quelque chose qu'il faut évidemment avoir en tête dans les mois qui viennent, du retour des frontières, des prérogatives renouvelées de l'État westphalien. Tout cela donc est vrai, mais ne fait que confirmer des orientations qui étaient là aussi déjà à l'œuvre avant la pandémie. Je pense à la fascination et la crainte des Occidentaux, par exemple pour la Chine, qui alterne entre sinophilie et sinophobie, ou la fascination, l'hostilité aussi renforcée entre les États-Unis et la Chine pour la suprématie mondiale, qui sera probablement un des grands enjeux, des grands défis stratégiques dans les années à venir. Idem pour l'absence de leadership mondial. Et puis enfin, les puissances émergentes comme le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Inde qui ont été quelque part renvoyées durant cette période à leur faiblesse structurelle. Voilà grosso modo pour camper le débat, et puis je laisse la parole pour la suite à Marie. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, vous dire qu'on est très heureux d'être là.
dans ces journées d'été avec Génération et que j'étais ravie de travailler avec Alain, que je retrouve d'autres travaux avec Alain. Voilà, comme l'a dit Alain, la crise, si tant est que ce soit effectivement une crise au sens plein du terme, la crise que nous traversons est loin d'être finie. Elle est peut-être le premier épisode aussi marquant, aussi profond des effets de l'Anthropocène sur notre société. C'est pour ça qu'on a voulu donner ce cadrage à la plénière qui va démarrer. Vous dire que les conséquences, évidemment, on en discutera, elles sont à court terme, sociales, sanitaires, etc. Mais cette crise, elle dit beaucoup des conséquences de long terme. En tout cas, elle dit beaucoup sur nos sociétés et elle a beaucoup de conséquences, à mon sens, à long terme. On a un petit peu parlé des vulnérabilités déjà à travers ce qu'a dit Alain, mais souligner quand même la diversité de ces vulnérabilités et la profondeur de ces vulnérabilités, des impensés de notre société qui ont été dévoilées par cette crise. Alors bien sûr, hein, on a vu la fragilité de nos services publics dans des choses très pragmatiques et à la fois leur aspect indispensable. Mais au-delà de ça, on a vu que l'hyperexploitation de nos ressources naturelles nous mettait en danger sanitaire, mais pas uniquement sanitaire. Il y en a d'autres. On a vu notre dépendance économique majeure à des échanges mondiaux qui posent quand même tout un tas de problèmes dans une situation de crise, mais qui en posent d'autres, notamment sur les effets que ça a sur notre environnement. On a vu la fragilité de notre modèle démocratique. Les municipales en sont un exemple, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire comment on fait durer cette démocratie même dans des situations de crise. Évidemment, le lien que nous avons tous au risque et à la place de la mort dans notre société face à des catastrophes qui pourraient être quand même de plus en plus récurrentes. Voilà, et puis la question de l'adaptabilité de notre société aux aléas climatiques, industriels, etc. Je crois qu'aujourd'hui, elle est posée, on va dire, avec plus d'acuité, même si probablement la plupart d'entre nous ici étaient déjà sensibilisés à la question. Elle est aujourd'hui posée avec plus d'acuité que jamais. On reviendra d'ailleurs notamment sur la question de la résilience de nos structures, notamment urbaines, qui rassemblent aujourd'hui la majorité de notre population, et ça n'est pas rien. Voilà pour les grandes lignes que je voulais souligner de ces enjeux. Alors évidemment, la crise n'est pas finie, mais on avait quand même à cœur de commencer d'une part à dégager les lignes de réponse, assez immédiates, quand même là, urgentes à la rentrée, sur la question de la crise du Covid, telle qu'on la traverse, et puis de commencer à dégager aussi les lignes de réflexion pour l'avenir, pour développer des sociétés résilientes. C'est à mon sens l'axe de travail principal qui doit, en tout cas un axe de travail aussi important que les réponses d'urgence qui doit nous animer. Alors, pour faire ça, je vais essayer de présenter chacun de nos intervenants. Je préviens de suite que je suis capable d'écorcher des noms ou d'oublier des ouvrages, parce que tous vos parcours sont très riches. Qui interviendra en premier? On a donc André Chicolella. On est bon sur le nom, et c'est pas rien à dire, a publié l'un des premiers livres qui liait du coup la question de la santé à celle de l'Anthropocène, Toxic Planet, qui est aujourd'hui président du réseau Environnement Santé. On a Alice Desbioles qui est médecin en santé publique et épidémiologiste et qui pourra nous présenter plus précisément toutes ces questions de santé qui ne sont pas si simples pour nous autres, même si on a beaucoup entendu ces derniers temps. On se pense tous experts dans nos salons. On a Guillaume Faburel qui a écrit donc le manifeste pour une société écologiste post-urbaine et qui pourra nous parler justement de ces questions de résilience en ville qui à mon avis sont essentielles pour les années à venir. Aurélie Trouvé, donc on ne présente plus, porte-parole d'Attaque, qui nous parlera notamment des deux ouvrages qui appuient les travaux menés en ce moment. Si je ne dis pas de bêtises, Ce qui dépend de nous,
qui est déjà sorti, et puis le manuel d'histoire du futur dont elle pourra nous parler, qui nous fera tous plaisir, je crois. Et puis enfin Dominique Bourg, dont je salue l'arrivée, juste au bon moment, philosophe et co-auteur de Retour sur Terre, qui pourra nous donner une vision à la fois d'inscription dans l'Anthropocène et puis plus largement des enjeux démocratiques et structurels dans l'avenir. Alors 2 petits mots avant qu'on démarre. Une grande attention sur le timing. On essaie de structurer du coup la discussion en 2 parties. Une partie plutôt sur l'analyse de la crise et la manière dont on voit les choses maintenant pour le très proche avenir. Et puis une seconde partie sur les éléments plus structurels et les conséquences qu'on peut tirer à long terme, les pistes de propositions qu'on a. Et on va essayer de garder une 40aine de minutes pour échanger avec la salle. Voilà, donc je compte sur vous. André? Oui, effectivement, comme tu l'as rappelé, le livre que j'avais fait, Toxic Planet, est sorti en 2013. Et en partant des données de 2011, j'avais mis un sous-titre qui était le scandale invisible des maladies chroniques. Alors c'est toujours un scandale et c'est toujours ainsi invisible d'ailleurs, puisque quand on lit effectivement le bilan du Covid, on nous dit que c'est un stock de masques qui n'a été pas évoqué, l'hôpital bien sûr, et on passe à côté du problème, qui est essentiellement le fait que les victimes du Covid, ce sont les malades chroniques. La morbidité, ce qu'on appelle les comorbidités, et en termes de mortalité, alors ça va varier selon les études, mais en France, en Italie, on a des études assez précises. On a, la mortalité, c'est 85-98%. Alors on nous dit c'est l'âge. Oui, effectivement, avec l'âge, les maladies chroniques vont être un peu plus importantes, mais les maladies chroniques touchent aussi des populations de plus en plus jeunes. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est préparer effectivement l'avenir, la prochaine crise, avec des populations qui vont être de plus en plus fragilisées par ces maladies chroniques. Le diagnostic est posé depuis un certain temps. L'OMS en Europe sort une déclaration en 2006. On parle d'épidémie de maladies chroniques. On utilise le mot épidémie. Et dit, si on continue comme ça va mettre en péril les systèmes d'assurance maladie et de santé. Ça tombe bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'OMS, au niveau mondial, lance un plan mondial qui passe totalement inaperçu, mais fait en sorte que l'Assemblée générale de l'ONU se prononce en 2011 sur l'épidémie mondiale de maladies chroniques. Tout le monde vote, pas de problème. Mais c'est la maison brûle et on regarde ailleurs. 2018, de nouveau, l'OMS met le sujet au programme de l'Assemblée générale de l'ONU, avec des objectifs qui sont les objectifs du millénaire, arrêt de la progression de l'obésité et du diabète. Voilà, on y est, effectivement, les malades, les victimes du Covid, les obèses, les diabétiques, principalement les maladies cardiovasculaires. Il ne se passe rien, de toute façon. Et en France, on fait la stratégie nationale de santé quelques mois après, on n'en parle pas, on n'y fait pas référence. Et quand j'ai interpellé le ministère sur le sujet, on m'a dit, mais on ne parle pas d'épidémie parce que ça va faire peur aux gens. Voilà. Et le niveau de réflexion auquel on est à ce niveau-là. L'épidémie de maladies chroniques, on a un très bon indicateur en France, ce sont les affections de longue durée et les données de la sécurité sociale. C'est parfait. Là, vraiment, on suit... Et on a des données entre 2003, 2018, et on a même une projection de l'assurance maladie sur 2023 qui nous dit que ça va continuer. Ça va continuer. Donc on est passé pour les maladies cardiovasculaires et le diabète, on est passé de 3 millions de personnes à presque 9 millions de personnes en 2018. Et en 2023, on devrait être à 10 millions. Et ça continue, avec des coûts. Alors quand on regarde simplement pour l'assurance maladie, parce que les coûts sont beaucoup plus larges, sur 10 ans, on aura dépensé en plus 120 milliards d'euros pour ces maladies chroniques. Et ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le système implose, et il est en train d'imploser. Et ce que vivent les hospitaliers, ce qu'ils ont vécu, c'est effectivement, ce qu'ils vivent quotidiennement d'ailleurs, c'est qu'ils sont confrontés à de plus en plus de malades, et ils sont en bout de tuyau, si j'ose dire. Et effectivement, il faut attaquer aujourd'hui le problème, c'est l'enjeu d'une politique de santé environnementale qui s'attaque aux causes. Et alors, les causes environnementales, il faut les définir à partir des données scientifiques d'aujourd'hui. On n'est plus dans les années 60. On sait aujourd'hui, et c'est que l'essentiel, notamment, on nous bassine toujours avec la génétique. Quand vous avez un problème de santé, c'est votre génome qui est défaillant. Voilà. Oui, la génétique, mais c'est essentiellement l'épigénétique. Et l'environnement modifie effectivement l'expression des gènes. Et on a des concepts comme les perturbateurs endocriniens qui naissent dans les années 91. On a un concept plus large qui est la DOAD, l'origine développementale de la santé et de la maladie, qui démarre en 89, en une base scientifique solide depuis 30 ans. Et on sait que c'est l'ensemble des stress nutritionnels, chimiques et même psycho-affectifs
pendant la période de grossesse et la petite enfance, mais pendant la période de grossesse principalement, qui va induire la santé de l'enfant, du futur adulte et même des descendants. On a les données sur 3 générations. On donne des PCB à des rats gestantes, et bien on induit de l'obésité chez les arrière-petites-filles. Et ça, c'est tout à fait transposable à l'espèce humaine. On commence à le voir, effectivement, avec les grands perturbateurs endocriniens, comme les phtalates, par exemple. On a des effets sur la génération suivante. Donc, il faut construire aujourd'hui la politique de santé environnementale en intégrant l'ensemble des environnements, et pas une vision étroite, certes importante, substance par substance, ou pollution de l'air séparée, effectivement, de l'alimentation, ou séparée de la ville. La ville, c'est un vecteur elle est pathogène, actuellement, la ville. Donc on a aujourd'hui, effectivement, il faut repenser la préparation finalement à la prochaine crise, c'est repenser nos institutions. On est dans une situation qui, d'une certaine façon, est un peu similaire à la situation de l'après-guerre. Nos institutions ont été créées en 1945, la Sécu 45, mais les médecines, dites médecines d'ailleurs, parce qu'on confond médecine et santé, les médecines de prévention de l'époque, c'est la médecine du travail. C'est la santé scolaire, c'est la protection maternelle et infantile. Elles sont totalement en déshérence. Donc il faut les refonder sur le paradigme d'aujourd'hui. La santé au travail, parlons-en de la santé au travail. Formidable institution. Elle a laissé passer la crise de l'amiante. Formidable. 3000 morts par an, 100 000 morts au total. Bon, c'était des ouvriers, donc c'est pas très important, mais quand même 100 000 morts. Et quel bilan on en a tiré? Eh bien, on continue comme avant. Et donc là, il faut repenser nos institutions par rapport à cet enjeu, avec cette dimension, en 1945, la dimension justice sociale, qui est dominante, avec la dimension justice environnementale. Il faut repenser une protection sociale écologique. Je reprends le terme d'Éloi Laurent, et j'adhère tout à fait à sa vision des choses. Il faut repenser la protection sociale compte tenu de l'enjeu des crises écologiques aujourd'hui. L'enjeu, c'est aujourd'hui effectivement que l'écologie soit une réponse globale, apporte une réponse globale à l'ensemble des problèmes de la société. Donc ça veut dire quand même avoir une vision de l'écologie beaucoup plus large, et on touche à ce moment-là aussi des catégories sociales beaucoup plus larges que celles qui adhèrent effectivement à la vision écologique. Donc on verra effectivement la dimension perspective qu'on peut avoir, mais je pense qu'il faut situer l'ambition aujourd'hui. Alors ça peut paraître totalement immodeste. Moi je suis très immodeste d'ailleurs, je dis il faut compléter la définition de l'OMS. L'OMS nous dit la santé, c'est pas simplement une absence de maladie, c'est un état de bien-être, mais elle ne dit pas comment on l'a. Moi, je pense qu'il faut compléter avec une définition écosystémique. La santé, c'est la traduction de la qualité de la relation de l'être humain à son écosystème. C'est comme ça qu'on construit la santé aujourd'hui par rapport à notre écosystème. Merci beaucoup, André. C'est ambitieux, ça laisse du travail. Alice, je sais que tu avais des éléments à ajouter. Oui, merci. Comme je vois que tout le monde a pu un petit peu annoncer son livre, je vais aussi annoncer le mien qui a été oublié, mais c'est pas grave. Donc je publie un livre qui est tout à fait en fait sur la thématique de cette plénière aujourd'hui. Un livre à la confluence des disciplines qui s'appelle L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé, qui sort chez Fayard le 9 septembre. Donc j'espère que j'aurai l'occasion d'échanger avec ceux qui l'auront lu après sa sortie. Donc moi, ce que je voudrais effectivement ajouter à ce qu'a dit André et qui était très clair, merci beaucoup, c'est que finalement la pandémie de coronavirus, donc c'est le coronavirus et la Covid-19, puisqu'on parle de la Covid-19 qui est la maladie et le coronavirus, le virus, c'est jamais très clair, mais donc comme ça l'est. Donc la pandémie de coronavirus constitue à mon sens un dommage collatéral de l'Anthropocène et finalement des déprédations de l'homme sur le monde sauvage. Et clairement, on voit que parmi les causes de l'émergence de ce virus se trouvent ces agressions systémiques et quasiment permanentes de l'homme sur le monde sauvage, avec la déforestation, le braconnage, le trafic d'espèces sauvages, qui finalement contribuent à mettre en contact des animaux domestiques avec des espèces sauvages qui, dans un monde où l'homme respecterait un petit peu plus le monde sauvage, ces espèces-là ne seraient pas en contact. Donc on n'aurait pas la rupture de la barrière d'espèces qui serait favorisée et qui entraînerait une contamination à l'homme. Et tout ça se passe dans un contexte d'hypermobilité, notamment aérienne, qui contribue à une diffusion très rapide et quasiment systémique à l'ensemble de la planète. Donc là, à mon sens, on est clairement dans l'illustration parfaite d'un nouveau paradigme de santé publique qui s'appelle la santé planétaire
et qui en fait nous invite à repenser notre santé et notre bien-être dans le cadre des limites de la planète et tout simplement d'intégrer cette notion, documentée d'ailleurs scientifiquement, que la santé humaine dépend de la santé des écosystèmes et que ces deux santés sont interconnectées, interdépendantes, et que s'attaquer à l'une, entre guillemets, c'est s'attaquer à l'autre. Moi, je pense que cette crise, ce qu'elle dit donc, de nos vulnérabilités, donc bien sûr individuelles et sanitaires, qu'a très bien développé André, ça traduit donc bien sûr la vulnérabilité de notre modèle qui fonctionne à flux tendu, avec une interdépendance très forte avec des pays lointains. On a vu que là, on a connu une pénurie de matériel médical de première nécessité, les masques. Donc ça traduit une certaine vulnérabilité de l'organisation de notre système. Et je pense que ce qu'il est très important de rappeler, c'est qu'il y a une interaction entre ces vulnérabilités. Et on a un très bon exemple pour ça que vous pouvez lire d'ailleurs si ça vous intéresse. C'est un rapport de l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France qui a retrouvé une surmortalité donc particulièrement importante en Seine-Saint-Denis. Et cette surmortalité donc sécano-dionysienne, elle est due à ce cumul de vulnérabilité. Donc c'est une population qui déjà a des indicateurs sanitaires moins bons que le reste de la région francilienne, donc avec une population qui est plus fragile au niveau sanitaire, avec plus de comorbidités, plus de maladies cardiovasculaires, plus de surpoids ou d'obésité. Donc déjà une population par essence plus vulnérable au coronavirus. Ça survient dans un contexte de forte densité, c'est-à-dire qu'on a des foyers qui sont plus nombreux, beaucoup plus d'enfants par foyer, le tout avec un métrage carré qui va être inférieur à la moyenne francilienne, donc des populations qui sont fortement en contact. Et on sait que l'essentiel des contaminations liées au coronavirus, elles ont lieu dans le cadre familial, notamment lors de l'échange des repas. Donc c'est des personnes qui se contaminent beaucoup plus facilement. Et c'était aussi des personnes qui avaient moins recours au télétravail et donc qui devaient en plus prendre les transports parce qu'elles habitaient loin forcément de leur lieu de travail. Et c'était souvent des professions en contact avec le public, donc avec un risque plus important de se contaminer. Donc on voit qu'on a des vulnérabilités qui se cumulent et ces vulnérabilités qui se cumulent surviennent aussi dans un environnement où les agressions que l'on subit se cumulent elles aussi. Donc là, pour reprendre le mot de Nassim Taleb, on est clairement dans une situation de suraccident, c'est-à-dire que quand on a une agression, elle ne survient plus seule. Donc là, on voit qu'en pleine pandémie de coronavirus, cet été, on a été également frappé par une canicule qui a duré plus d'une semaine, une sécheresse aussi avec certains départements en restriction hydrique. Je ne parle même pas de la crise économique et du chômage, puisque Aurélie reviendra dessus. Donc on voit qu'on a vraiment un cumul de vulnérabilité dans un contexte de situation de suraccident. Et enfin, je pense qu'on ne peut pas parler des vulnérabilités sans parler de leur inégale répartition au sein de la société. Et on voit bien qu'on vit, par exemple, beaucoup moins bien une canicule quand on est dans un territoire comme la Seine-Saint-Denis que quand on est dans sa maison en Bretagne. Donc il y a une vulnérabilité des populations, mais il y a aussi une vulnérabilité des territoires. Et ces vulnérabilités sont inégalement réparties dans le pays et dans la population. Donc je pense vraiment que ce nouveau paradigme de la santé planétaire, si on arrivait à l'intégrer dans l'ensemble des politiques publiques, on parviendrait à diminuer nos vulnérabilités et nos inégalités, qu'elles soient environnementales, sociales, sanitaires, économiques ou territoriales. Merci Alice. Bien, pour compléter le panorama, donc je laisse la parole à Guillaume sur la question en fait des enjeux urbains ou post-urbains, territoriaux qui ont été introduits. Territoriaux liés effectivement à la crise du Covid. À toi. Bon. Du coup, je vais rebondir sur ce que vous avez commencé à décrire. L'idée défendue, mais encore, je crois que le coronavirus, je suis paumé, je vous le dis franchement, hein, mais bon. La pandémie met quand même sur la table, en débat, en question. On parle de surmortalité, on parle de surexposition, on parle de sur. Pour moi, le problème premier, c'est la surdensité. C'est-à-dire que la question qui nous est posée, on peut l'aborder sous l'angle des politiques publiques et de la manière dont le soin a pâti. On peut aussi poser la question du démantèlement généralisé du service public de santé publique. On peut penser la santé globale et planétaire. Mais si, puisque tu prenais cet exemple-là, entre la Seine-Saint-Denis et la Bretagne, on ne se pose pas la question fondamentale qui est quelle est la densité maximale pour à un moment donné refaire corps avec le vivant ? Et donc arrêter de faire masse contre la nature en s'entassant tous
Le geste barrière, la distance sociale, c'est tout simplement un effet de la densité. En fait, le confinement, c'est la dialectique de la surdensité. On est tous entassés, je caricature, à proximité des autres, on peut aussi bâtir des liens et nourrir du sentiment. Ils vont me prendre pour un associable définitif. Non, on peut effectivement gagner à faire culture à plusieurs, je le concède bien volontiers. Il n'en demeure pas moins que la question du confinement était la seule réponse à des espaces surdensifiés. Et c'est pour ça que dans des territoires, il y a des territoires où la distance, à un moment donné, où les gestes barrières, où le confinement ont été vécus assez différemment. Voilà. Avec un peu de calme, un peu de paisibilité. Donc là, il y a des inégalités de traitement face à la réaction politique. Voilà. Il y a une question qui est posée derrière ça, au regard de l'injonction. Jacadi a dit « vous ne bougez plus ». C'est notre rapport de l'éternité et de la mortalité, ou de notre rapport aussi à la vie, qui est « pourquoi avons-nous pris le pli, non pas à l'échelle de notre génération, mais à l'échelle séculaire, de vouloir faire société écologique en étant 200 000, 500 000, 2 millions, 10 millions d'habitants ». Et c'est là où moi, alors effectivement, repartons des politiques publiques, voyons les failles des réponses de soins, mais posons-nous collectivement la question de cette question de l'urbanisation généralisée de la planète et de la métropolisation du monde. Voilà. Aujourd'hui, 600 villes sont plus d'1 million d'habitants. 2030, 45 villes auront plus de 5 millions d'habitants. On est sur 58% de la population mondiale qui est urbaine, annoncée à 70% par l'ONU en 2050. La France est officiellement urbaine à 80%. Il y a un siècle de ça, c'était moitié moins un peu partout. Il y a donc un processus civilisationnel qui est celui de l'agglomération, du regroupement. Et là, avec un peu de hauteur de vue, ou en tout cas, si ce n'est de hauteur, mais de distance un peu historique, on s'aperçoit que cette chose-là, finalement, n'est pas que du capitalocène, va bien au-delà. Et que c'est simplement le projet millénaire et civilisationnel d'un rendement économique et d'un dessein politique. C'est-à-dire que faire masse, densifier, sert aussi les intérêts économiques et politiques. J'apprends rien à personne. Les villes ont été construites à l'ère industrielle pour du rendement, du surprofit, éventuellement enrichir quelques poches. Politiquement, ça a créé les institutions d'État. Donc il va nous falloir, vraisemblablement, mais ça sera le deuxième tour de table, se poser la question de quelle est l'économie de la relocalisation? Quelle est la taille limite de l'illimité qu'on nous a, grosso modo, communiqué? Qu'est-ce qu'on va devoir décoloniser dans l'esprit pour retrouver la taille humaine? Celle qui permet de faire corps et pas masse contre la nature et contre le vivant. Et c'est là où la question donc, des modes et des styles de vie, c'est là où la question du nombre pour faire communauté et non pas simplement être stimulé par la commodité et sa marchandise, toutes ces choses-là me semblent en fait directement embarquées par la crise. La crise a mis à nu le fait, un indicible, un impensable et un impensé, qui a décidé de tous nous réunir au même endroit pour faire société. Je ne dis pas qu'il y en a un qui a décidé qu'on serait tous des pantins. La théorie du complot, c'est confortable psychologiquement, mais on ne va pas aller très loin. Non, on est tous soumis à des formes de subordination. On a tous des comportements qui tendent vers ça, on a tous des dépendances à l'emploi, on a tous des déterminismes plus ou moins sociaux et culturels qui font qu'on n'interroge pas ces données du problème. Quelle est la taille limite? À quel moment voulons-nous et à quelle échelle croyons-nous pouvoir réorganiser nos rapports au vivant? Et le processus civilisationnel, celui qui est engagé, vise toujours et encore à densifier, à surdensifier, à artificialiser et à bétonner. Je terminerai juste là-dessus. Quel est le dessein économique de la surdensité urbaine et de l'urbanisation planétaire du monde? C'est le rendement, c'est le capital. Je pense que là, on peut tous être d'accord. Mais quels sont ses effets? La métropolisation, c'est faire la totalité de la planète à la main de l'urbain. Auquel cas, l'agriculture intensive en découle très directement, parce qu'il faut forcément mécaniser le traitement agricole pour pouvoir nourrir des gens qui sont par millions au même endroit. Et je ne dis pas entassés, parce qu'on peut aussi avoir quelques plaisirs à être dans une même salle et à discuter, hein, d'accord? Ça pose la question culturelle de notre rapport à l'altérité, de notre rapport à l'autre. Bon. Mais l'agriculture a été faite à dessein de la métropolisation, la centralisation énergétique a été faite à des fins de métropolisation. Tout est gouverné par cette nécessité du regroupement et de l'agglomération. Et je terminerai là-dessus. Les institutions sont des véhicules, sont des leviers de ça. Un collègue a montré très récemment
contre l'avis d'autres collègues beaucoup plus nombreux qui avaient un lien entre la Covid et la densité urbaine. Il s'est fait lyncher. Tout simplement parce qu'il y a un indicible, la densité n'est pas interrogeable. Qu'est-ce qui montre statistiquement? C'est que c'est passé 400 ou 500 000 habitants qu'effectivement on a une inflexion du nombre de cas. À quoi correspondent 400 et 500 000 habitants au statut métropolitain en France? Il faut être 400 ou 500 000 pour pouvoir prétendre au label des villes métropolisées. Ça veut donc dire qu'on a une labellisation qui ne le savait pas, mais qui néanmoins est sur le même niveau de densité et de peuplement, qui justement, statistiquement, tend à montrer qu'il y a une inflexion négative au sens du nombre de cas dans les grandes villes qui ont reçu le label. On a donc aussi un problème avec les institutions. Bref, pour moi, la question de la densité est en fait le corollaire de la distance. C'est un débat qu'on doit dorénavant écologiquement mettre sur la table. Merci beaucoup Guillaume. C'est pas un petit débat considérant le lieu où nous vivons. Et tu parlais tout à l'heure à la fois de capitalocène et de dépendance à l'emploi. Je pense qu'Aurélie pourra nous éclairer sur ces sujets qui, là aussi, sont quand même des dépendances essentielles. Merci. Oui, voilà, moi je voulais rebondir sur l'idée que c'est une crise systémique et effectivement une crise de l'anthropocène, mais plus globalement du capitalocène, dans ses dimensions néolibérales, productiviste et civilisationnelle. Et d'ailleurs, tu as très bien fait le lien aussi avec la logique de profit qui caractérise le capitalisme et qui explique en partie cette ultra-urbanisation et densification, quoi. Et donc un capitalisme qui finalement exploite toujours plus à la fois le travail et le vivant, et en témoigne l'accentuation de la crise par l'intensité des flux mondiaux, par le fait qu'on est de plus en plus dépendant de produits, pour des produits de première nécessité, à d'autres pays, par le fait également que voilà, et ça a été dit, par le délabrement du système hospitalier. Moi je voudrais rajouter aussi des services aux personnes dépendantes, parce que voilà, ça a eu des conséquences dramatiques, par les fractures sociales, ça a été dit notamment par Alice, le fait que, alors tu parlais du 93, le fait que voilà, dans les cités, ça a aussi empêché le confinement, et ils n'avaient pas le choix, et parfois ces gens n'ont pas le choix d'habiter dans les cités, et qui a empêché aussi un confinement qui soit véritablement protecteur, et en particulier, alors, je crois qu'il faut le souligner, des conséquences en particulier sur les femmes. J'entendais récemment la directrice du FMI qui disait au niveau mondial que les femmes ont été spécifiquement victimes de cette crise par les rapports de domination patriarcaux qui aussi font que les femmes sont les premières de corvée, qu'elles ont été aussi les premières à devoir arrêter leur travail par contre pour s'occuper des enfants, etc., sans compter les violences sexuelles qui se sont multipliées, etc. Bon. Et puis, dernier élément, les rapports de domination patronaux, puisqu'on a vu aussi que les patrons ont pu imposer aux employés de travailler bien souvent sans les protections adéquates. Je ne sais pas si vous avez vu là le procès et le fait qu'Anthony Smith soit aujourd'hui poursuivi parce qu'il a voulu en fait ne serait-ce que faire respecter le port du masque par une grande organisation d'aide à domicile. Et donc avec un État derrière qui justifie, qui appuie de telles poursuites contre un inspecteur du travail qui fait son travail pour le coup pour protéger les travailleurs, en l'occurrence les travailleuses précaires, quoi. Voilà, et en ce qui concerne le gouvernement, il me semble qu'il approfondit cette politique, en tout cas il poursuit complètement cette politique néolibérale et productiviste. Quelques éléments, d'abord, évidemment, les ressources nécessaires n'ont été aucunement dégagées pour les hôpitaux publics, et notamment le fait qu'il y ait des lits, des moyens supplémentaires et des postes pérennes supplémentaires, ce qui n'est pas du tout les conclusions du Ségur de la santé. La relocalisation de la production des masques, des tests, etc., qui n'est aujourd'hui, des médicaments qui n'est pas du tout aujourd'hui en route, alors qu'elle devrait l'être, bien au contraire. Il n'y a pas de réponse à l'urgence sociale, il n'y a pas notamment de rehausse des minima sociaux, de rehausse pérenne des salaires généralisés. Et finalement, d'ailleurs, s'il y a un nouveau confinement, ce qui quand même apparaît, ou en tout cas pourrait arriver, et dans tous les cas, en tout cas, rien n'est aujourd'hui mis en place pour que finalement ce désastre économique et social, on en sorte à court terme. Et en somme, plus largement, on se dirige vers le monde d'avant, c'est-à-dire un monde insoutenable sur le plan écologique et social. Alors peut-être sans doute avec
des discours sur la relance de l'emploi, mais qui sera un emploi encore plus précaire et plus mal payé, surtout que le chantage à l'emploi va être extrêmement puissant, avec des centaines de milliers de chômeurs qui sont attendus dans les mois à venir. Il ne faut pas se tromper avec la toute petite baisse du chômage qui est en fait un artefact, hein, et tous les organismes économiques un peu sérieux le disent. En fait, on se dirige vers une rentrée dramatique sur le plan social et du chômage. Et jusqu'à maintenant, les premiers mois après le confinement, sont été surtout les précaires, c'est-à-dire les CDD, les intérims, etc., qui ont été privés d'emploi. Et là, on se dirige par ailleurs vers des plans sociaux, des licenciements secs de CDI. On le voit avec Renault, on le voit avec tout un tas de Airbus, etc., tout un tas de Camailleux, des plans de licenciement qui sont actuellement en route. Et je dirais même plus, alors je reprendrai un terme de Naomi Klein, on est même, à mon avis, face à une stratégie du choc du gouvernement qui profite de la crise pour renforcer sa politique néolibérale et productiviste. Juste quelques éléments, les soutiens publics massifs aux grandes entreprises, avec le nouveau dispositif de chômage partiel qui permet à ces grandes entreprises pourtant aidées de continuer à réduire l'emploi, à baisser les salaires. Bref, je ne fais pas le détail, mais ce dispositif va au contraire permettre, par des accords d'entreprise et non par des accords cadres de branche, de faire encore plus pression sur les conditions d'emploi. La levée de protection de l'environnement au nom de la relance économique, on l'a bien vu avec les néonicotinoïdes réautorisés dans le secteur betteravier, ce qui est un immense recul du point de vue sanitaire, environnemental, etc. Ou encore la poursuite des accords de libre-échange. Vous savez qu'on est en train de finaliser... alors, il y avait les grands discours de Macron l'été dernier sur il faut absolument pas cet accord avec le Mercosur, entre l'Union européenne et le Mercosur. Aujourd'hui, on n'entend plus rien. L'accord, il est en train d'être finalisé. Hein. Voilà, et on s'attend dans les prochaines semaines à une finalisation des accords de libre-échange. Et je finirai sur une dernière idée qui est celle d'un système également qui est incapable de solidarité internationale entre les pays et les régions du monde. Bon, je ne développerai pas trop là-dessus, mais je ne développerai que cette idée, ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne, même au sein de l'Union européenne, il n'y a pas eu de solidarité internationale effective. Il y a un plan de relance européen, certes, qui a vu le jour, qui, c'est vrai, est un premier pas, par une mutualisation très limitée, partielle des dettes, au niveau européen, mais qui, ne remet absolument pas en cause la course néolibérale de l'Union européenne, qui, par ailleurs, pose la question des conditions qui seront appliquées pour ces prêts accordés aux pays. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a des grandes craintes que ce soit des conditions associées à des plans d'ajustement structurel. Et puis, par ailleurs, avec un budget qui est quand même grandement, de toute façon, insuffisant, essentiellement sous la forme de prêts. Et puis, voilà, donc finalement, je finirai là-dessus. Une crise, effectivement, du capital au Seine, donc une crise systémique, mais qui du coup demande, et on le verra dans la deuxième partie, qui demande du coup aussi de changer de système. Donc ça veut dire que les réponses, elles ne pourront être, de mon point de vue, que radicales et systémiques. Merci Aurélie. Bien, Dominique, à toi, on est très impatient de connaître un peu ton regard de philosophe sur la situation. C'est le même que celui de mes petits camarades. Hein. Il suffit simplement de se souvenir de ce qu'a dit André tout à l'heure. Il suffit de prendre simplement un paramètre, celui des maladies chroniques, pour voir que l'aménagement des conditions de production maximale de la richesse, comme on les entend, est autocontradictoire. C'est-à-dire très rapidement, ça entrave le système. Et en fait, il n'y a pas que les maladies chroniques, c'est tout qui fonctionne comme ça. Absolument, sans exception. Et je dirais, pour un peu symboliser les choses, que la Covid ou le Corona, c'est quelque chose de très symbolique. C'est-à-dire, à mes yeux, ça symbolise l'entrée dans les premières décennies boomerang de l'Anthropocène. Alors rappelons un chat, je suis désolé de le dire comme ça, mais disons la première des décennies pourries qui nous attend. Parce que, effectivement, la Covid, le Corona, c'est une chose, mais vous l'avez rappelé, les raisons pour lesquelles on ait des perturbations sanitaires de ce type-là, elles sont nombreuses. Il y en a beaucoup d'autres, des gels du pergélisol, que sais-je. Et de toute façon, on a complètement dézingué le vivant. Donc, on va avoir des effets boomerang à répétition. Et en face de ça, on a une obstination à ne pas vouloir entendre, ou même une stratégie du choc, c'est-à-dire profiter de l'affaiblissement de certaines catégories de la population pour en rajouter encore plus dans le même système. Ok, donc c'est quand même assez mal parti. Alors, effectivement, ce qu'il faut faire, on est tous d'accord, en tout cas sur l'objectif,
Après, les moyens d'y parvenir, ça va pas être simple. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut un changement systémique. Maintenant, si on commence à vous demander ce que c'est qu'un changement systémique, comment on le fait sans se casser la gueule, ça commence à devenir déjà un petit peu plus compliqué. Et effectivement, c'est pas évident. D'un côté, organiser, puisque c'est précisément la maximisation de la production de richesse qui nous amène là où on est, il va bien falloir commencer à la réduire. La réduire, c'est aussi réduire nos moyens de réagir. Comment on fait dans un état décroissant pour répondre aux enjeux sanitaires? Alors il y a une réponse sur le long terme, hein, Guillaume nous l'a indiqué, c'est juste, c'est évident, mais c'est sur le long terme. Comment on fait dans les 10, 15, 20 ans qui viennent? Alors, à partir de ce moment-là, je dirais qu'il faut bien qu'on entende ce qu'on entend par radicalité. Moi, je voudrais distinguer deux formes de radicalité. Et alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Il y en a une qui me paraît pas complètement souhaitable. Ça veut dire quoi la radicalité aujourd'hui? C'est-à-dire que oui, on doit renoncer à ce système de production de richesse. Donc ça veut dire renoncer au type d'emploi tel qu'on les connaît aujourd'hui, renoncer à la distribution de la population sur les territoires, hein, renoncer à certaines stratifications sociales, etc. Franchement, c'est pas simple. Et trouver une majorité pour faire ça, je le laisse à d'autres. Parce que ça va être relativement complexe. Mais voilà, les deux radicalités, on a une radicalité qu'on a du mal à penser. Parce qu'effectivement, on est confronté, et c'était dit plusieurs fois par plusieurs d'entre vous, on est confronté à un problème de civilisation. C'est-à-dire c'est en fait tout l'ensemble des choses qu'il faut changer. En général, quand on a essayé de faire ça, ça s'appelait une révolution. Alors, je ne vais pas vous faire de dessin, mais ça n'a jamais été totalement génial, le résultat. Et là aussi, on le voit bien, c'est la tentation. Par exemple, on voit bien la tentation de revenir à la question de la lutte des classes. Effectivement, il y a des intérêts contradictoires dans cette société. Il y a une infime partie qui en profite et qui est prêt à faire crever le reste. On est d'accord? Mais, ok, et ça c'est juste. Mais est-ce que pour autant, on doit revenir à un schéma de lutte des classes? Ben non, la lutte des classes, ça supposait que le prolétariat dégomme les autres et devienne la réalité sociale. C'est pas exactement la réponse qui est la nôtre. Cette réponse-là, c'était celle de la maximisation des forces productives. C'est relativement mal barré. Et puis, dans une société en panade, si vous n'assurez pas une certaine forme de solidarité entre différentes composantes de la société, vous êtes perdu. Donc, comment je fais pour tenir les deux à la fois, si vous voulez? La difficulté, c'est qu'on est effectivement face à la nécessité de changements radicaux, et en fait, on n'a pas les catégories pour les penser. Alors, c'est pas un prétexte pour renoncer à la radicalité, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. On s'en sortira pas sans. Mais comment on la repense? Alors, la repenser théoriquement, c'est une chose difficile. Moi, je vais vous donner un exemple de ce qu'on essaie de faire dans les 35 propositions pour la repenser différemment. Nous, on l'a repensé autour d'un instrument contraignant, appelons un chat, pour ramener les consommations. Alors là, pas l'effet rebond, hein. On contrôle les consommations pour faire baisser de façon générale l'ensemble des consommations. Vous savez qu'aujourd'hui, vous l'avez deviné, c'est les fameux quotas, hein, et nous on prône l'idée de quotas non échangeables. Alors le débat reste ouvert, la question elle est relativement complexe, mais au jour d'aujourd'hui, dans un pays comme la France, avec sa structuration sociale, la taxe carbone est absolument impossible. Elle va peser essentiellement sur la part la plus en difficulté, c'est-à-dire un peu plus de la moitié de la population, ce qui est quand même énorme, la part en difficulté, hein, elle va peser essentiellement sur ces gens-là. Il y a des pays où c'est envisageable, parce que les difficultés du bas des classes moyennes n'ont rien à voir avec ce qui existe en France. En France, c'est absolument impossible. Donc nous, on a imaginé avec ce quota une espèce d'instrument systémique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous le mettez en place, d'une part, c'est progressif, vous ne baissez pas les consommations du jour au lendemain, mais en fait, vous tirez aussi derrière vous une modification à la fois de l'appareil productif, c'est-à-dire qu'en fait, notre idée, c'est
un peu comme s'il y avait deux monnaies, si vous voulez, une monnaie pécuniaire, alors qui est plafonnée pour beaucoup, mais pas du tout pour un certain nombre, par une monnaie qui, d'une certaine manière, traduirait les externalités négatives, mais qui là serait plafonnée quasi à l'identique pour tout le monde. Donc là, si vous voulez, comme driver de changement, on ne peut pas imaginer mieux, y compris justement en termes de redistribution des populations sur le territoire. Alors, ça, c'est un des instruments auxquels on a songé dans ces 35 propositions. Et voilà, ça c'est une idée pour effectivement faire se recouvrer les aspects sociaux et les aspects écologiques. En l'occurrence, ils se recouvrent totalement, parce que, bien sûr, la cible, c'est faire diminuer la consommation des plus riches. Je vous rappelle qu'à l'échelle planétaire, 10% de la population, c'est plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre, et réciproquement. Bon. Donc voilà, c'est à la fois des instruments de ce type-là, et puis effectivement un travail de fond sur nos catégories, pour relever un défi qui est gigantesque. Et comme vous le savez, le défi, si la France le relevait elle toute seule, ça ne changerait pas grand-chose. Donc autant vous dire la difficulté face à laquelle on est. En revanche, il y a l'aspect adaptation, où là, un pays a vraiment les clés en main. Merci beaucoup Dominique, parce que ça introduit très bien cette seconde partie de l'échange. Cette seconde partie de l'échange qui, je crois, comme tu l'as dit, doit être placée sous la forme, enfin sous l'égide, c'est bien, sous l'égide de cette radicalité pragmatique, crédible, qui est, je crois, l'égide sous lequel on a placé toutes ces JDE. Et donc je vous relais sa parole, peut-être globalement dans le même ordre, avec une attention pour qu'à 14h30, on puisse donner la parole aux gens dans la salle. Merci. Oui, je pense qu'au niveau de... Enfin, un des enjeux, l'enjeu majeur pour moi, c'est effectivement de réinventer la prévention et de casser aussi les moules qui sont actuellement utilisés. Quand on parle prévention aujourd'hui, on renvoie tout à l'individu. Hein. C'est effectivement, et en plus, c'est le comportement individuel. Quand on parle prévention, on dit dépistage. Hein. Moi, il y a un scandale, il y a vraiment un scandale aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité en France, c'est le cancer. Et tout le monde l'accepte. Tout le monde l'accepte. Pour un homme, aujourd'hui, en France, 2 chances sur 3. 2 chances au sens statistique du terme. Hein. Mais 1 chance sur 3 d'en mourir. Pour les femmes, c'est un petit peu plus bas. Enfin, c'est inacceptable. Si on prend l'exemple des cancers du sein, 12 000 morts par an. 12 000 morts. J'ai regardé le chiffre précis des féminicides, pour ne pas trop tromper sur le chiffre, 146. On a un rapport de 1 à 80. C'est un féminicide, ce cancer du sein. C'est un féminicide. Et tout ça passe inaperçu. Et on vous dit dépistage. Mais ça fait combien de temps qu'on vous dit dépistage? Et on est à 60 000 cas par an, 12 000 morts. C'est la preuve que ça ne marche pas. Et c'est vrai pour l'ensemble des cancers. Pourquoi c'est devenu la première cause de mortalité en France? Pourquoi la France, au niveau international, se situe dans les premiers pays au monde? Le premier pays au monde, c'est l'Australie. Hein? La France en 6e position. Où est-ce les chiffres sont là, c'est les chiffres du CIRC, du Centre international de recherche contre le cancer. Quel discours on a par rapport à ça? On n'en parle pas. Ça fait un moment que je dis à mes amis parisiens, si Paris est indépendant, c'est le premier pays au monde pour le cancer du sein. Le premier pays au monde pour le cancer du sein, en données standardisées. Hein, donc c'est pas... Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'était totalement absent de la campagne des municipales. Pourtant, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, toutes les femmes, et plus largement. Voilà, il faut casser cette logique de fatalisme que l'on a devant les maladies chroniques. Ça n'est pas normal. Et c'est la conséquence d'un système économique. Et on n'est pas en situation de fatalité puisqu'on peut agir. On a compris effectivement une grande partie de ces causes. Mais il faut se donner, et c'est pour ça que j'évoquais effectivement le bouleversement des connaissances scientifiques. Les cancers du sein d'aujourd'hui, c'est l'exposition principalement dans les années 50-60 à des pesticides comme le DDT. On a montré, par des données épidémiologiques, une grande étude américaine sur 20 000 femmes, 20 000 enfants, qui est suivie depuis 1960. On montre que les filles dont les mères étaient les plus contaminées en 1960 ont 4 fois plus de cancers du sein. Donc le problème, c'est que ces cancers du sein, on les fait aujourd'hui à partir de substances comme le bisphénol A ou les phtalates. Mais on verra le résultat dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais on le voit aussi sur les pathologies infantiles qui explosent.
l'asthme, les troubles, l'hyperactivité, l'autisme, un enfant sur 100 aujourd'hui. Les atteintes de la reproduction. Quand on voit là, sur l'atteinte de la reproduction, on a une grande donnée en France, à partir des données du SECOS de Paris, et étendues au niveau national. Un homme de 30 ans a perdu en 50 ans 2 spermatozoïdes sur 3. À ce rythme-là, on arrive à 0 en 2040. On a fait un colloque à Toulouse sur le thème « Y aura-t-il encore des petits occitans en 2040 ?» Parce que Toulouse est la ville la plus impactée. Et les élus qui étaient là découvraient. Voilà un enjeu. On voit bien que l'espèce humaine là, est menacée de ce point de vue-là. Et c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas uniquement les pays développés. On l'observe. On a 2 grandes méta-analyses au niveau mondial qui font le même diagnostic. Une baisse de 50% en 50 ans. Donc ce problème-là, ça renvoie aussi à l'impact sur l'écosystème d'ailleurs. Hein. C'est les mêmes substances qui sont en jeu. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Eh bien, on ne fait pas grand-chose. Donc on a obtenu une stratégie nationale perturbateur endocrinien. On a lancé une grande campagne, notamment Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Alors je compte effectivement, notamment sur les nouvelles municipalités. Là, effectivement, il y a un enjeu majeur. Et on lance une campagne zéro phtalate, parce que la santé environnementale, il faut la voir non pas seulement comme un enjeu institutionnel. C'est effectivement un enjeu institutionnel. Il faut repenser nos institutions de prévention, la protection maternelle et infantile, la santé scolaire, la santé au travail. Il faut les repenser à partir des concepts d'aujourd'hui. Il faut aussi la sécurité sociale. Moi, je plaide pour qu'on ait une 6e branche de la sécurité sociale. L'enjeu de la protection des 1000 jours, de la grossesse et de la petite enfance, c'est là où tout se joue. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On fait rien, puisque la consultation préconceptionnelle n'est pas obligatoire. On fait une consultation prénatale, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc il faut effectivement agir avant et repenser nos institutions à partir de la PMI, moins 25% de budget en 10 ans. Ça veut dire que c'est une institution qui est vouée à la disparition. Eh bien, c'est une institution créée en 1945, dans un contexte qui était celui de 1945, il faut le refonder sur le contexte d'aujourd'hui. Et c'est une institution qui est au centre du dispositif de protection de la grossesse de la petite enfance. Sur la dimension... Donc il faut effectivement un changement institutionnel. Ça doit faire l'objet, y compris, je pense, alors sous quelle forme? Est-ce qu'il faut des états généraux de la santé environnementale? Est-ce qu'il faut effectivement une conférence citoyenne? Quand je vois effectivement l'impact de la conférence sur le climat, je me dis... Parce que là, je vois bien, moi, je fais des réunions publiques, je vois bien l'attente chez les gens. Tout le monde vit cette crise sanitaire. Qui n'est pas concerné personnellement? On a cité effectivement, malheureusement, le cas de Philippe Frémaux, mort d'un cancer. Je ne veux pas en savoir plus, si tu veux. Mais quand même, tout ça, on voit bien, tout le monde est touché. Et on subit et on ne réagit pas par rapport à ça. Or, on peut et on doit réagir aujourd'hui. Et je pense que c'est l'enjeu de cette révolution de la santé. Merci André. Alice, pour compléter sur ce volet-là. Moi, je vais reprendre mon petit fil conducteur là, avec la santé planétaire. Moi, je me demande si finalement les limites planétaires ne constituent finalement-elles pas les nouvelles limites à notre santé, à notre bien-être et à la lutte contre les inégalités. Et ça, c'est un petit peu l'idée que développe Kate Raworth dans sa théorie du donuts, pour ceux qui connaissent, qui a été développée avec Oxfam. Et en fait qui nous rappelle qu'on ne peut plus penser nos indicateurs sanitaires, sociaux, économiques sans prendre en compte le plafond des limites planétaires, mais aussi bien sûr le plancher des besoins fondamentaux de l'homme. Donc on évolue désormais dans un cadre un petit peu plus fermé, qui ne veut pas dire qu'on est coincé, qu'on ne peut rien faire et qu'on ne peut pas profiter d'une forme d'innovation résiliente, des low-tech et compagnie, mais en tout cas intégrer vraiment cette dimension des limites planétaires dans la manière dont on va penser notre propre santé et notre bien-être. Moi, je pense aussi que cette crise sanitaire, elle doit vraiment nous inciter, nous encourager à écouter aussi quelque part les alertes, les mises en garde récurrentes depuis le début des années 90, des climatologues, des écologues, sur voilà, la direction qu'on est en train de prendre, et d'essayer de nous montrer beaucoup plus lucides, beaucoup plus prévoyants, et d'essayer d'anticiper, de mettre en œuvre un principe d'anticipation pour, voilà, on est au courant qu'on vit déjà ces situations de suraccident, de cumul d'agressions infectieuses, de zoonoses, de pollution, hein, sur du coup le développement des maladies chroniques notamment, de canicules et compagnie. Donc on a vraiment cette nécessité d'anticiper, de mettre en œuvre cette anticipation dans toujours essayer, je pense, d'intégrer cette notion de respect de la santé planétaire qui permet de faire face à toutes ces vulnérabilités et ces inégalités.
Et moi, je pense finalement que comme toute espèce qui veut survivre, on a tout intérêt à essayer de nous adapter et à adapter nos milieux de vie. Et je prendrai juste un seul exemple qui, à mon sens, est une bonne illustration de la santé planétaire et qui, d'ailleurs, bénéficie de pas mal de littérature scientifique. Donc c'est pour ça que je vais m'appuyer dessus pour le développer rapidement cet exemple. C'est tout ce qui est l'aménagement urbain qui permet de prendre en compte la santé planétaire. Donc moi je vais vraiment développer l'aspect plus sanitaire, mais pour montrer qu'il y a vraiment ces co-bénéfices en fait, à la fois pour la santé humaine, la santé des écosystèmes, la santé de la nature et du climat, et donc vraiment de cette notion de santé planétaire. Et pour ça je vais prendre l'exemple des espaces verts. Quand je parle d'espaces verts ou de végétalisation, ça ne veut pas dire nécessairement faire des parcs, même si ça c'est bien sûr très bien, mais ça peut aussi être l'idée de végétaliser déjà toutes les cours d'école, les crèches, les parkings, tous ces endroits bitumés qui, pour certains, pour ce qui est école, crèche, accueillent un public fragile, les enfants. On sait que le fait de mettre des arbres, ça permet aussi d'avoir de l'ombre, sachant que les enfants sont particulièrement vulnérables aux UV, qui est les coups de soleil dans l'enfance représentent vraiment le facteur de risque principal de mélanome à l'âge adulte. Donc protéger les enfants sans même qu'ils s'en rendent compte, en leur permettant de jouer dehors, à l'ombre, à la fraîcheur aussi, puisque les arbres permettent de proposer de la fraîcheur, ce qui est très important en cas d'îlots de chaleur urbain, comme on le voit avec les canicules. Donc le fait de végétaliser, ça permet de faire baisser la température de parfois jusqu'à 10 degrés dans des villes. Donc voilà, cette notion de végétalisation, de rafraîchir l'air, de le dépolluer. On sait que le fait de végétaliser, ça permet de dépolluer l'air. En cas de pic de chaleur, donc de situation, on voit qu'on a une concentration du gaz au l'ozone qui est toxique pour le système respiratoire, qui augmente parce qu'il y a une potentialisation avec les UV et la température. Donc encore une fois, une situation de suraccident. Avec la fragilité par rapport à la chaleur, on tolère beaucoup plus le froid que le chaud. En fait, hein, les vagues de chaleur font beaucoup plus de morts que les vagues de froid, qui de toute façon sont de plus en plus rares. Donc cette situation de suraccident avec canicule, ozone, elle peut être limitée aussi par la végétalisation. Ça favorise bien sûr la biodiversité. Un élément très important, je pense, dans la manière dont on pense nos villes à l'heure du réchauffement climatique, c'est le revêtement, le changement d'utilisation des sols, l'artificialisation des sols. On sait que le bitume, c'est vraiment un revêtement qui n'est finalement pas du tout approprié déjà au monde d'aujourd'hui et encore plus au monde de demain, avec ces vagues de chaleur qui vont être vraiment de plus en plus intenses, fréquentes, précoces, longues. En France, et le bitume, c'est typiquement le revêtement à éviter. C'est celui qui a l'albédo, donc c'est-à-dire la capacité à réfléchir l'énergie lumineuse la plus faible. Il va intégrer, s'imprégner de toute la chaleur tout au long de la journée lors d'une canicule par exemple, et va relarguer ensuite cette chaleur en fin de journée. C'est pour ça que les canicules sont particulièrement insupportables en fin de journée, notamment en ville. C'est parce que ce revêtement à l'albédo très faible va en plus relarguer toute la chaleur accumulée tout au long de la journée. Donc un moyen très simple de réduire les îlots de chaleur urbains dans nos villes, c'est déjà d'enlever le bitume, à défaut de le peindre en blanc, ça permet déjà de mieux réfléchir la lumière, mais le mieux c'est encore d'enlever le bitume, de mettre des graviers ou même de l'herbe, et le bon avantage c'est que ça permet aussi à l'eau de percoler, c'est-à-dire que là avec le bitume on imperméabilise en fait la surface de la terre et on se retrouve avec l'eau qui ne peut plus percoler, donc pénétrer dans le sol. Et le fait que l'eau percole, ça permet aussi, lorsqu'elle s'évapore en fin de journée, de proposer un petit peu de fraîcheur aux habitants. Donc c'est très important, ça permet de remplir les nappes phréatiques. Donc on voit qu'on peut vraiment penser nos villes de manière différente. Je ne parle même pas des co-bénéfices pour la santé humaine qui sont encore une fois documentés scientifiquement. Le fait d'être dans la nature, dans des parcs, ça améliore la santé mentale, ça réduit les maladies cardiovasculaires, ça permet le bien-être, le lien social. Donc c'est vraiment, ça améliore en fait l'état de santé des populations qui peuvent en bénéficier. On peut aller aussi très loin et penser aussi à l'autonomie alimentaire des villes, qui là, on ne peut pas vraiment dire que ce soit le cas, mais cette notion aussi peut-être beaucoup plus de potager urbain ou même dans les écoles de potager pédagogique. Donc je pense que réfléchir à l'aménagement du territoire à l'heure de l'Anthropocène, ça me semble fondamental, et notamment en y intégrant bien sûr cette notion de santé planétaire donc dans l'aménagement du territoire et de nos villes. Merci beaucoup Alice, ça donne un peu d'espoir. On voit qu'il y a quand même des solutions très concrètes qui peuvent être mises en œuvre, notamment en tout cas très en lien avec les questions d'aménagement du territoire sur lesquelles Guillaume pourra peut-être revenir. Oui, mais un peu en désaccord. Je ne suis pas très étonnée. On peut discuter. Hein, c'est un peu le but du jeu. Le truc, c'est qu'en 4 minutes, c'est impensable.
Donc la question était, qu'est-ce qu'on pourrait faire, partant, moi, du constat que je vous ai proposé, hein, ce n'est que le mien, qu'on a un problème avec les surdensités. Il conviendrait de dédensifier. Je suis au maximum là de mes capacités logiques, hein, on est d'accord? Comment dédensifier? En débétonnant éventuellement, en cassant du bitume. Il y a des mouvements nord-américains, sud-américains qui ont commencé à faire ça. C'est en train de se diffuser en France. Pour quel effet? C'est là où une autonomie alimentaire à plus de 50 000 habitants, c'est inimaginable et impensable. C'est là où je pense qu'on se méprend sur, une fois la taille limite passée d'une agglomération, sa capacité à être résiliente. J'aime pas le terme, mais je vais l'employer par commodité. Il n'y a pas d'autonomie envisageable énergétique, alimentaire ou ce que vous voulez, passer une taille, qui est une taille, qui varie selon les lieux, les milieux et les ressources, mais qui généralement, alors on peut prendre les utopies du 19e siècle et on peut prendre les expériences d'aujourd'hui, mais qui se situent entre 10 000 et 40 000 habitants. Donc on va avoir, et on a un problème avec les grandes villes, fondamentalement. Et effectivement, les parcs et les jardins sont d'une nécessité sanitaire vitale, mais la ville, dans le même temps, qu'est-ce qu'elle fait en nous? Donc je vais tenter de répondre à la question sous cet angle-là. Pour moi, la réponse, elle est peut-être du côté des institutions. Je ne suis pas un institutionnaliste forcené, je vous le dis franchement. Elle est, de mon point de vue, surtout du côté de chacun. Mais alors, quand j'ai fait ça, on a tout dit et rien dit. Comprendre ce que la ville a produit en nous. Voilà pour moi le défi premier. Parce qu'on a emmagasiné, on a enregistré, on a incorporé tout un tas de manières d'être, de valeurs, de principes qui, à mon avis, sont la cause première de l'arrachement de nature par la surdensité. Mobile, accéléré, diverti, connecté, en mouvement incessant et permanent. C'est ça le produit anthropologique de l'urbain. Et on obéit très doctement. Le confinement l'a démontré. La ville, c'est une soumission librement, je ne sais pas, consentie. Ce sont des servitudes, plus ou moins volontaires. Il y a donc, de mon point de vue en ville, un apprentissage collectif. Oui, et si, il y a un apprentissage collectif de quoi? De la dépendance aux besoins, puisqu'on ne peut pas produire par soi-même, il faut déléguer à des puissances techniques, économiques et urbanistiques. On ne peut pas faire autonomie tout simplement parce qu'on est pris à faire d'autres choses pour l'emploi, pour la famille, pour le logement. Donc la ville peut-être serait aujourd'hui à questionner sous l'angle de comment peut-elle et à quelle échelle réarmer notre puissance d'agir. Voilà. Comment peut-elle et à quelle échelle la ville, au-delà des scènes de démocratie participative, qui ne me semblent pas toujours changer beaucoup de choses, peut-elle en nous développer une capacité d'intervention différente que la soumission à laquelle, de mon point de vue, nous sommes conduits, et moi-même le premier, hein, on est tous porteurs de ces paradoxes-là. Donc, pour moi, la solution, elle peut nous mener très très loin, hein, mais la réponse, elle est d'ordre anthropologique. C'est une anthropologie politique des écologies de l'espace aujourd'hui. Et dans ces anthropologies-là, la question du rapport direct à la Terre, donc de la localité de vie, donc du lieu que l'on habite, joue un rôle déterminant. Produire par soi-même, c'est réarmer sa puissance. Fouler la terre et sentir le sol, c'est réapprendre à faire corps avec le vivant. Si vous m'expliquez comment en ville vous arrivez à faire ça, on ne peut pas s'embrasser parce qu'il y a une distance visiblement liée à un truc qui s'appelle la Covid, mais une fois terminé, je vous serre dans mes bras et j'admets volontiers que j'ai tort. Il est inimaginable dans une ville de plus de, je ne sais pas, c'est selon les lieux, 200, 300, 500 000, 1 million d'habitants, il est impensable d'avoir un lien direct avec le vivant. Ça me semble tellement évident, excusez-moi, que je m'emballe assez régulièrement, déjà hier soir je m'étais un peu énervé, que je vais poser le micro là. Pour moi, la réponse, elle est d'ordre anthropologique. Quelle valeur de la limite, quel niveau de besoin nous abaissons et comment on vit mieux avec moins? Ça ne peut être pour moi que par l'exode urbain. Ça ne peut être qu'en débranchant avec les grands cadres métropolitains, à condition de ne pas aller pourrir les périphéries avec des modes de vie métropolitains. Ça veut donc dire qu'on doit faire ce travail-là. C'est-à-dire ne pas demander la 5G quand on arrive dans le Limousin, je sais, c'est pas vous, mais il y en a qui la demandent, ils sont cons à ce point-là. Il y a un moment donné, arrêtez d'être connectés en permanence, qui va tweeter ce que je viens de dire, mais on est tous embarqués, Arrêtez de prendre le TGV, que je vais reprendre dans 2h30, vous voyez ce que je veux dire? On est tous embarqués dans ces réalités-là. Moi je pense sincèrement qu'aujourd'hui la question elle est là. Qu'est-ce qu'on doit désapprendre pour mieux réapprendre à faire corps avec le vivant? Voilà. Bien, merci Guillaume. Ça pourrait être presque la conclusion de cette plénière, la dernière phrase que tu as énoncée, mais je laisse Aurélie compléter.
Oui, moi je vais partir sur autre chose, sur la question des reconversions productives, parce que je pense que la question de l'emploi, elle va être centrale dans les semaines et les mois à venir. Quand je disais changer de système, bon, ça passe par, de mon point de vue, une grande politique de reconversion productive, sociale et écologique, et donc par une reconversion de l'emploi. Et on en a une occasion formidable parce qu'il se trouve qu'il y a des dizaines de milliards d'euros qui sont actuellement distribués aux entreprises en difficulté sans quasiment aucune conditionnalité sociale et écologique. Sans compter toute la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne avec les rachats massifs d'actifs d'entreprises. Alors là, c'est en centaines de milliards d'euros, qui là aussi sont sans conditionnalité. Donc on aurait une occasion formidable de planification. Alors quand je dis planification, attention, hein, c'est par l'État, mais aussi en association pleine et entière avec les collectivités locales, auxquelles on redonne les moyens, parce que la démocratie se fait aussi au niveau local, auquel on redonne les moyens budgétaires, les moyens humains aussi d'agir en fonction des spécificités de ces territoires. Et donc, il faut, de mon point de vue, jouer sur le diptyque. D'un côté, les désinvestissements des activités les plus polluantes, et oui, ça concernera les secteurs de l'aérien, de l'automobile, ça concernera aussi, par exemple, des investissements, des grands projets inutiles. Et on parle des sols, mais il y a aujourd'hui une artificialisation rampante des sols qui se poursuit au même rythme depuis quasiment 20 ans. Moi, je connais ce lieu, la Cité Fertile, parce que on a fait beaucoup de mobilisations contre Europa City, et signe d'ailleurs que la lutte on peut gagner avec la lutte, puisqu'on a gagné, pour l'instant en tout cas, alors pas entièrement, pas autant qu'on le voudrait, mais on a quand même une victoire sociale et écologique contre ce projet d'Europa City. Donc des investissements, mais dans le même temps, et j'arriverai là à quelque chose de mon point de vue très important, on peut créer des millions d'emplois, mais des millions d'emplois qui soient vraiment focalisés sur les besoins socio-écologiques. Je pense qu'il faut passer d'une économie de l'offre à une économie, pas de la demande, pas celle des 30 glorieuses, une économie des besoins. C'est-à-dire, tu l'as dit d'ailleurs, de quoi on a besoin, mais y compris en acceptant une certaine forme de sobriété, en tout cas dans nos sociétés qui sont les plus consommatrices. Notre empreinte énergétique alimentaire, elle est plusieurs fois la planète si tout le monde consommait comme nous. Donc oui, il va y avoir un besoin non seulement d'efficacité, alors si je prends le plan énergétique, d'efficacité, d'énergie renouvelable, etc., mais il va y avoir un besoin de sobriété. Et ça, il va falloir l'accepter. Alors, pour le coup, moi, pour avoir eu des débats, par exemple, à la fête de l'UMA avec le PC ou avec la CGT, ou des syndicats, je vous assure que c'est quelque chose qui doit faire son chemin, qui n'est absolument pas évident. Et de mon point de vue, je dirais plus largement, il va falloir reconnecter les questions écologiques et sociales. Je pense qu'il faut arrêter de se battre d'un côté les écologistes, par exemple contre l'aérien, le 3 octobre, de l'autre côté faire une manif le 17 septembre, les syndicalistes sur l'emploi, et puis finalement se diviser alors qu'on devrait reconstruire ensemble, que cesser que l'écologie soit une annexe des mouvements sociaux syndicaux, et que l'écologie, que le social soit un supplément d'âme des écologistes. Bon, je le fais vite, mais cette articulation écologique et sociale, on a justement l'occasion à cette rentrée de porter notamment à travers la question de l'emploi, c'est-à-dire on désinvestit, mais on crée des millions d'emplois, on a l'occasion de relier tout ça. Création de millions d'emplois d'abord dans la transition écologique. On avait fait un rapport à l'époque avec plein d'organisations associatives et syndicales sur le fait qu'on pouvait créer 1 million d'emplois pour le climat. Et au Royaume-Uni, c'était 1 million climate jobs, voilà, dans tout un tas de secteurs, je ne vais pas développer. Mais aussi création dans les services publics. Vous l'avez dit, le service de la santé, évidemment, des personnes dépendantes. Pour n'importe qui ici qui a ses enfants dans le 93 en école publique, vous savez à quel point on manque de postes de façon dramatique sur les écoles publiques du 93 et de tout le territoire, par ailleurs, dans les crèches, dans les PMI, dans tout un tas de services publics où il y a des besoins fondamentaux. Donc on a de quoi créer de l'emploi, et par ailleurs, avec une dernière dimension, et là je vais parler un peu de la Convention citoyenne pour le climat, c'est un peu passé à la trappe, mais quand même, il faut le noter, un tiers des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat ont voté pour la semaine de 28 heures de partage de temps de travail. Preuve que cette idée, les courants dominants nous disent « Oh mais non, c'est absolument socialement inacceptable ». Un tiers des citoyens de cette convention s'est prononcé pour cette semaine de 28 heures, pas de 35 ou 32 heures. Preuve qu'aujourd'hui, ça fait son chemin. Et oui, avec aujourd'hui l'évolution, il faut absolument également partager le temps de travail, à commencer par les secteurs les plus polluants. Commençons par pratiquer la semaine de 28 heures, à Airbus, dans tous les secteurs où on doit désinvestir. Et je crois que là, il y a vraiment des compromis et des choses à construire entre mouvements, notamment syndicaux, associatifs, les écologistes, ceux qui se battent plutôt sur la question sociale, etc. Pardon. Et juste à mon avis, deux grandes décisions, du coup, enfin deux leviers qui me semblent à lever pour ça,
Il y a la question des décisions dans les entreprises. Je l'ai dit, il faut conditionner ces dizaines de milliards d'euros, mais aussi il y a la question plus largement de contrer la tendance depuis 30 ans à ce que les profits aillent de plus en plus vers les actionnaires et de moins en moins vers l'emploi, les salariés, avec également l'exploitation de l'écosystème, des sous-traitants, etc. Mais deuxièmement, il y a la question du financement. Et la question du financement, il y a une loi de finances qui sera débattue cet automne. Vous avez vu que le gouvernement n'a absolument rien remis en cause de la politique fiscale, mais aujourd'hui, on peut récupérer au moins 100 milliards d'euros par une lutte efficace contre l'évasion fiscale, par une taxe sur les transactions financières qui soit réellement efficace, par une suppression des niches fiscales qui sont dommageables sur le plan écologique ou focalisées sur les plus riches. Enfin, il y a et une redistribution évidemment fiscale à travers l'impôt sur le revenu notamment qui soit beaucoup plus juste. Donc il y a toute une politique du financement qui permettrait de financer tout ce plan de création d'emplois. Donc je finirai en disant que là, on a vraiment, de mon point de vue, l'occasion d'un changement systémique. C'est peut-être pas la révolution, mais rien que de poser cette question de la garantie de l'emploi. Même Louis Gallois me l'a sorti à un débat, il faut garantir, il y a 2 mois, pourtant c'est pas révolutionnaire, il faut garantir l'emploi des 3 millions de chômeurs longue durée. Voilà. On a par ailleurs des expériences comme les territoires zéro chômeur qui montrent que c'est possible. Et par ailleurs, on peut faire cette reconversion écologique à travers cette logique-là et en acceptant du coup le désinvestissement des activités les plus polluantes. Voilà, je finirai en tout cas en disant que ça, c'est tout le travail en tout cas que nous, on a enclenché avec la dynamique Plus Jamais Ça, vous savez, où on retrouve des grandes et des petites associations et syndicats et associations environnementales, solidarité internationale, etc. La crise a vraiment accéléré nos convergences. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas du point de vue associatif et syndical, on est vraiment de plus en plus capable de porter ça ensemble. J'espère qu'on le portera dans des mobilisations communes à la rentrée pour éviter aussi cette division. Je finirai juste par une formule de René Dumont, vous savez, qui est un grand agronome et le premier candidat écologiste au présidentiel. C'est dans les années 70, il y a un seul et même système qui exploite le travail et la nature, c'est le capitalisme. Eh bien, il faut qu'on se batte ensemble contre ce système capitaliste pour des solutions communes. Voilà. Un très grand merci Aurélie. Je crois qu'on n'aurait pas dit mieux et sur la nécessité de lier désormais, c'est pas de lier, c'est de considérer désormais que le social et l'écologie c'est pareil et ça va ensemble et qu'il est temps qu'on arrête de se diviser. Je crois que ni Alain ni moi n'aurions dit le contraire. Je vais laisser la parole pour la dernière intervention à Dominique, notamment sur les aspects de démocratie, avec une petite attention au timing. Pour 4h30 on s'arrête et qu'on vous laisse la parole. Je demande dès à présent à Alexis Debusson, que je remercie par ailleurs pour l'ensemble des tâches effectuées ces derniers jours, s'il peut s'approcher pour vous passer le micro ensuite. Merci beaucoup. Alors je vais essayer d'être très bref. Bon, je crois que tout le monde est d'accord. D'ailleurs, même sans doute Manu et Brigitte, le soir à l'Élysée, ils doivent s'en convaincre que le système tel qu'il est catastrophique. Il est démocratiquement totalement tordu. Il permet à une minorité de gouverner, en fait, avec un apparat par derrière. Donc on est tous d'accord là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, restons sur les principes, c'est toujours plus simple. L'écologie, on l'a vu chaque fois dans les différents exemples que vous avez pris, ça touche des enjeux intimes. La santé, l'alimentation, la sobriété, fondamentale. Ça ne s'impose pas d'en haut, ça ne marche pas. Si on n'a pas des procédures pour le faire partager, pour le faire comprendre, pour le faire discuter, on n'y arrivera pas. Alors effectivement, la Convention citoyenne sur le climat, c'est une expérience intéressante. Maintenant, attention non plus, ça n'est jamais qu'une expérience. Et toute la difficulté, et on voit un peu, c'est la tendance aussi des 150, c'est de s'incruster en quelque sorte. Alors qu'en fait, l'intérêt de ce genre de choses, ça serait que ça circule énormément. Pour qu'il y ait un maximum de personnes qui, à des niveaux différents, puissent prendre part à la décision. Moi, la leçon que j'en tire, alors je ne sais pas si Loïc en a parlé tout à l'heure, mais ça a été quand même assez bien fait, le fait que les 150 soient très représentatifs sur le plan de la formation, de la réalité du pays. Mais attention, quand on dit les 150 citoyens, c'est faux. C'est toujours une dialectique entre des citoyens et ceux qui les informent. Et franchement, selon la qualité de tel ou tel expert, vous pouvez savoir à l'avance, finalement, ce qui va ressortir aussi, parfois, de la moulinette citoyenne. Cela dit, ce n'est pas du tout un problème. Le but, c'est d'un côté de s'approprier, donc il faudrait que ça tourne, et que ça tourne un maximum,
Et de l'autre, et là, ça a été extrêmement probant, vous venez de le dire pour les 28 heures, mais on peut le dire a fortiori pour le reste, c'est que 150 citoyens réunis au hasard et formés vont infiniment, alors c'est pas difficile de me dire, vont infiniment plus loin que le Parlement. La barre est assez basse, hein. Mais quand même, hein, c'est largement au-delà. Ensuite, et j'en arrêterai là, dernier principe, c'est que ce qu'on a à faire est tellement engageant et nous engage tellement personnellement que, moi me semble-t-il, même s'il va falloir la décrue urbaine, là je suis totalement d'accord, il faut redonner du pouvoir aux localités. C'est là qu'on peut faire le changement le mieux compris, le plus partagé, celui dont on voit le plus directement les résultats. Et entre nous, un maire, c'est pas Manu. Quand il décide quelque chose, il l'éprouve lui-même. Pas tout à fait le cas à l'Élysée, ça n'a pas dû vous échapper. Donc voilà, juste quelques principes très simples, mais pour une réforme de la démocratie. Merci beaucoup. Eh ben, avec tout ça, on a déjà du pain sur la planche. Je vous propose de vous signaler dans la salle. On va prendre, comme le temps est un peu court, parce qu'il faut qu'on libère la salle. Voilà. Je vous propose qu'on prenne toutes les questions, que chacun note les éléments sur lesquels il a envie de répondre. Et on va en prendre une dizaine et ensuite on fera une salle de réponse. On commence ? Oui, bonjour. Je viens de Bretagne, comme on a été cité. Je suis aussi secrétaire d'un groupe des écologistes. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que hier soir, j'étais à Vitry-sur-Seine à une distribution de repas chauds chez des gens qui vivent dehors, dans la rue. Et franchement, la question sanitaire, c'était la dernière question parce qu'il y a des urgences et donc l'écologie ne la voit pas. Deuxièmement, l'année dernière, j'ai écrit au nom de mon groupe Pays de Vitré à une vingtaine de communes de moins de 1000 habitants par rapport aux pesticides. On n'a reçu aucun retour. Derrière, vous allez comprendre pourquoi j'illustre ça par rapport à vos propos. Je vous pose une question pratico-pratique. Quelles mesures urgentes et prioritairement, mais il faut attendre jusqu'à la fin de ma question, suggéreriez-vous pour symboliser de manière significative la manière dont nos sociétés doivent évoluer pour stopper les conséquences de l'anthropocène et c'est ça la dernière, entraîner l'adhésion populaire sur un plan global, international, européen, sur un plan local, au moins à l'échelle régionale. Voilà ma question. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour, merci à vous. Anne Joubert, Génération, Comité thématique international Europe. J'avais deux questions très rapides. La première, c'est le fait que la crise actuelle accentue, on le voit, le repli sur soi, les nationalismes identitaires, alors qu'on aurait au contraire besoin grandement d'internationalisme, de solidarité et de coopération entre les peuples, je dis d'abord entre les peuples. Et le système international, comme vous le savez tous, notamment l'ONU, est en très grande faiblesse, comme il ne l'a jamais été. Et la deuxième question sous-jacente, c'est l'importance aussi des pays du Sud, parce que quand on parle de réduire la consommation, c'est dans certains pays, la crise a encore accentué les catastrophes économiques et sociales, et on sait très bien même les questions d'alimentation, et des millions de gens encore plus qui n'ont pas de quoi subvenir. Donc, quelles propositions pourriez-vous avancer pour avoir cette solidarité et prendre en compte aussi les différences entre les populations des pays du Sud et les populations du Nord? Merci beaucoup, Anne. Oui, c'est Armel Prieur. Une question. Une année de crise qui était très grave pour tout le monde, pour les femmes, le télétravail. Est-ce que ce n'est pas aussi l'année de la vague plus que verte de l'écoféminisme? Pour info, je serai ce soir à 19h30 pour parler aussi d'échangeabilité des comptes carbone et de quotas. 19h30, Studio 4. J'en profite pour vous dire qu'il y a un atelier dédié à l'écoféminisme. Comme j'y connais pas grand-chose, je vous renvoie à l'atelier. Bonjour, Rachel Savin-Fugé. Je voulais demander aux intervenants et intervenantes qu'est-ce que vous pensez de la proposition qui émane de la Convention citoyenne du climat, mais qui a peut-être été infiltrée, je ne sais pas, via des experts, mais en tout cas qui est aussi la conséquence d'un plaidoyer de plusieurs années sur la reconnaissance du crime d'écocide en droit pénal et la constitution en quelque sorte d'une nouvelle chambre des limites planétaires.
est-ce que vous le rangez dans la radicalité infaisable ou dans la radicalité faisable? Est-ce que ça vous semble être un angle sur lequel on peut compter pour la résilience, ou le mot qu'on voudra bien, nouveau qu'on voudrait bien inventer, mais pour résister au choc et en même temps pour la prévention? Voilà ma question. On va prendre une dernière question. Merci pour cette question. On va prendre une dernière question qui a déjà été distribuée, j'en suis désolée. Oui, Claude Barbier, donc adjoint au maire d'une commune de Haute-Savoie et membre des Verts suisses. C'est une question à monsieur Dominique Bourg. Nous sommes tous les deux franco-suisses. Nous avons tous les deux une bonne connaissance des systèmes institutionnels français et suisses. Nous connaissons la qualité du système démocratique suisse. En quoi la démocratie suisse peut-elle justement favoriser ou pas les changements qui sont nécessaires et que vous appelez de vos voeux? Moi, j'ai quelques doutes, parce qu'on voit bien que la Suisse pollue autant que les autres, malgré son système démocratique. Donc on atteint peut-être aussi aux limites de vos propositions. Si vous voulez, je vais répondre aux deux questions, celle sur la démocratie suisse et celle sur l'écocide et les limites planétaires. Alors, les deux questions sont très différentes. Je vais commencer par celle sur la démocratie suisse. Bon, l'intérêt, tout le monde l'a dit, ça a même été repris par les Gilets jaunes, c'est les initiatives citoyennes. Simplement, quand on ne vit pas en Suisse, on ne sait pas comment ça se passe. La Suisse, c'est un pays où il n'y a aucun contrôle public du financement de la vie politique. Et donc, chaque fois que vous avez une initiative intéressante, elle part très haut. Et en fait, au moment des résultats, elle est quasi systématiquement battue. Et battue par un mur d'argent. Donc en fait, l'organisation politique d'un pays, là aussi c'est systémique. Vous pouvez avoir une institution qui est intéressante en soi, mais vous pouvez avoir des conditions générales qui font qu'elle ne pourra pas déployer ses effets. Donc là, pour moi, les deux sont totalement contradictoires. L'absence de contrôle public du financement de la vie politique est incompatible avec le référendum d'initiative citoyenne. Voilà. Et pour moi, c'est essentiellement là que le bas blesse. Alors après, il y a d'autres considérations. C'est un pays qui est plus riche, où les gens ont un standard de vie un peu supérieur à ce qui existe en France. Et donc, du coup, ils sont plus attachés, en fait, au système tel qu'il existe qu'on ne le trouvera en France. Enfin voilà, on pourrait discuter à l'infini. Mais l'absence de contrôle du financement de la vie publique, c'est quelque chose de fondamental. Et là, franchement, ce pays, sur ce plan-là, est tout sauf exemplaire, c'est l'inverse. Maintenant, sur la question et de l'écocide et des limites planétaires. Je vais peut-être commencer par la question des limites planétaires, parce que l'écocide est lié. Moi, je suis un des premiers à avoir proposé à ce qu'on prenne les limites planétaires comme un référentiel institutionnel. Mais attention, sur les limites planétaires, si on les prend en tant que telles et tout seul, je veux dire, ça ne peut pas vous donner un instrument de politique publique. Tout simplement parce qu'on est sur des seuils. Alors quand on peut les calculer, comme vous savez, il y en a 2,5 qu'on ne peut pas calculer sur les 11, si on pense que 2 des limites se subdivisent en 2 sous-limites. Eh bien, en fait, si vous voulez, on est sur des durées séculaires. Là, on est à probablement maintenant autour des 415 ppm de CO2 par volume d'1 million de molécules d'air. Vous n'allez pas régresser. Enfin, ça va être très, 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 très lent. Donc, dans la littérature internationale, ce qu'on voit de plus intéressant, c'est un mélange entre les limites planétaires et l'empreinte écologique. C'est un instrument qui permet de mesurer les efforts à beaucoup plus courte échelle. Donc, à mes yeux, c'est important de garder l'expression limite planétaire, mais derrière, alors par exemple, en France, ça pourrait être, si vous voulez, l'article 34, où on va définir ensuite, après, les conditions d'application de cette limite. Mais il faudrait être très souple. On pourrait partir d'un indicateur qui existe aujourd'hui dans la littérature internationale, et puis on pourrait le parfaire au fur et à mesure. Il faut faire très attention à ça. Alors après, sur la question de l'écocide, c'est même repris aussi par Greta Thunberg et tout. Bien sûr, c'est très important, mais il y a deux manières de le définir. Il y a une manière très circonscrite, très locale, et qui est juridiquement facilement traductible. Ça peut être opératoire. Et il y a une grande vision, si vous voulez, de l'écocide. En fait, là, vous avez à peu près 7,8 milliards d'individus qui y participent. Vous n'allez pas les coffrer tous. Donc, juridiquement, c'est pas possible d'en faire quelque chose d'opératoire. Donc, c'est comme tout à l'heure pour les limites, il faut accepter qu'on soit dans des démarches à étages. On commence par le définir à une certaine échelle.
on le rend praticable à cette échelle, puis on se donne la possibilité petit à petit d'enrichir les textes. Mais ne partons pas bien en tête, on va définir l'écocide général. Non, on est tous écocidaires. Ça va être dur. Voilà, en quelques mots, très rapidement, réponse aux deux questions. Moi, je voulais répondre à notre ami Breton. Là, sur une initiative, j'ai vaguement évoqué, mais alors là, on va discuter après. Hein. Dans le cadre de notre campagne Ville et Territoire sans perturbateurs endocriniens, on propose l'opération zéro phtalate. Les phtalates, c'est quoi? C'est les plastiques, en fait. Vous voyez, la contamination de l'écosystème. Mais ça me paraît très loin. Par contre, les phtalates mesurés effectivement dans les cheveux, là, on montre effectivement la contamination des personnes. Et on sait, il y a 8 pathologies infantiles qui sont en augmentation et qui sont créées par les phtalates. Donc si on diminue la contamination par les phtalates, on diminue l'hyperactivité, on diminue les troubles cognitifs, on diminue les troubles du langage, on diminue l'asthme, on diminue l'obésité, pas mal quand même. Hein. Vous connaissez des médicaments qui sont capables de faire ça? Non? Le système biomédical n'a pas cette capacité. Agir sur l'environnement et concrètement, ça permet d'engager les gens sur cette réalité, parce qu'on leur envoie l'image, et on commence par les élus, on l'a fait à Paris, on l'a fait à Strasbourg, on l'a fait dans les petites villes, et là on le propose aux professionnels de santé. Oui. On travaille avec un groupe de kinés notamment qui s'est prêté à l'opération, et quand ils voient les résultats eux-mêmes, ils voient effectivement que sur les 10 notamment, il y en a un qui était à 16 000, l'autre à 50. Je me suis dit, ça vaudrait quand même le coup de passer à 50. Et bien cette démarche-là, on peut la faire après avec l'ensemble de la population. Donc on prend rendez-vous et on discute sur Vitré. Oui, je prends le micro parce que c'est la même question que je voulais tenter de répondre. Dans le manifeste qui va sortir, il y a plusieurs, dont j'en prends juste une, qui me semble aujourd'hui, sans vraiment croire une seule seconde dans les institutions. Je pense que dans mon propos, c'est senti. Mais réquisitionner tous les logements et tous les commerces vacants pour les donner tout simplement 1 € le logement ou une foire au logement sur l'ensemble du territoire, ça relocaliserait l'ensemble des populations. D'abord, les plus précaires, c'est qu'ils n'ont pas un toit. Il me semble que là, on a un outil de redistribution dans l'espace, sans passer par les logiques d'aménagement du territoire qui sont compétitionnelles, qui ne jurent que pas le marketing et qui sont dans des rapports strictement concurrentiels, avec des modèles d'ailleurs de développement qui sont pathétiques, de mon point de vue, chez beaucoup d'élus, y compris locaux, qui ne jurent que par la croissance et le développement. On aurait peut-être là quelque chose qui ferait coup double, qui satisferait des dimensions sociales, qui serait plus écologique par la relocalisation, à condition effectivement de voir quels sont les systèmes productifs qui vont avec. Mais en tout cas, dans ces localités-là, parce que quand même 60% des logements vacants sont dans les périphéries aujourd'hui, il y a peut-être une proximité à la terre qui est un peu plus assurée que dans les quartiers populaires qui ont été bétonnés et dont les surfaces maraîchères ont été nettoyées sur les 50 dernières années. C'est pour ça que pour moi, sincèrement, on est tous écocidaires, mais la ville est prioritairement écocidaire. Oui, juste pour rebondir là-dessus, la réquisition des logements vacants, c'est évidemment une demande de longue date de toutes les organisations d'aide au logement, droit au logement et bien d'autres, quoi. Non, juste, je voudrais répondre sur la question des risques de montée de la xénophobie, de l'unilatéralisme, etc. Parce que je pense que, ça, de mon point de vue, ça concerne un concept qui est aujourd'hui très en vogue, qui est celui de la relocalisation. Et je pense qu'on a tout intérêt, nous, à parler de relocalisation solidaire et de ne jamais diviser les deux. Parce qu'effectivement, il y a un risque, alors je vois 2 écueils en fait. Il y a un risque de parler de relocalisation pour un capitalisme renationalisé avec les grandes boîtes françaises qui continueront à exploiter le travail et la nature de la même façon au niveau national. Voilà. Mais il y a un autre risque aussi, c'est celui que l'extrême droite s'en empare complètement avec des logiques xénophobes, nationalistes, et qu'on mette de côté toute retentative de coopération internationale. Donc oui, il faut absolument, en même temps, comprendre la relocalisation et tout ce qui va avec, c'est-à-dire une autre politique commerciale qui soit protectrice, une autre politique des marchés publics qui avantage les producteurs locaux. Ça demande enfin voilà, il y a tout un tas de mesures, la relocalisation des services publics et des commerces de proximité. Hein, ça va, je pense, aussi avec ce que tu dis sur la question du territoire. Bon. Mais du coup, en lien avec ça, en accompagnement de ça, il faut absolument aussi, de mon point de vue, développer la question du multilatéralisme démocratique, d'un multilatéralisme refondé dans un cadre onusien,
Moi, j'ai pas de problème de parler d'une OMC refondée, par ailleurs, hein, d'une Organisation mondiale du commerce refondée, à condition qu'elle soit inféodée aux droits humains fondamentaux, à la Charte des droits de l'homme des Nations Unies, etc. Et du coup, effectivement, il faut absolument... Alors, ça veut dire aussi une lutte efficace contre le changement climatique à l'échelle internationale, l'adaptation au changement climatique, une lutte efficace contre les paradis fiscaux et judiciaires, qui, rien que ça, serait une mesure extrêmement efficace pour le développement des pays pauvres. Hein, et puis, évidemment, un droit contraignant sur les multinationales, sur nos propres multinationales. Et ça, c'est... Vous savez d'ailleurs qu'il y a toute une coalition d'organisations internationales, syndicats, associatives, etc., qui se battent aujourd'hui, dans le cadre onusien, pour un droit contraignant sur les multinationales. Voilà. Et avec un autre danger, en plus, je rajouterai que la xénophobie et l'unilatéralisme, c'est celui de la version autoritaire du capitalisme. Ça rejoint la question de la démocratie. On le voit, nous, avec tous les problèmes qu'on a sur les libertés de manifester actuellement. Je parlais de stratégie du choc. Pour moi, la stratégie du choc, elle est aussi dans l'avancée d'un capitalisme de plus en plus autoritaire, dont Trump, etc., sont les grands héros. Mais c'est pas pour rien, de mon point de vue, que la première grande manifestation qu'il y a eu juste après le confinement, ce soit contre les violences policières et le racisme. Parce qu'il y a eu aussi pendant le confinement, et pour le coup, ceux qui habitent le 93, vous l'avez peut-être vécu, il y a eu aussi pendant le confinement une stigmatisation, une répression, une oppression véritablement ciblée sur les quartiers populaires, qui, à mon avis, explique aussi qu'une des premières manifs très réussies, ce soit celle contre les violences policières. Et du coup, effectivement, dans nos réponses systémiques, il faut absolument et pleinement, de façon centrale, y intégrer la question de la démocratie. Voilà. Merci beaucoup. Alice va reprendre la parole. On va reprendre 2 questions après, donc je charge Alexis de ce choix difficile. Ok, alors je serai brève. On a parlé un petit peu de sobriété en parlant du fait que l'écologie, elle touche à l'intime avec la santé, l'alimentation, notre mobilité. Je pense que certes c'est le cas. Il y a une étude de Carbone 4 qui nous montre que si on veut limiter l'augmentation des températures, 25% de l'effort doit être fait effectivement par les individus en essayant d'adopter un régime alimentaire un petit peu moins riche en protéines animales, en essayant de promouvoir le vélo, isoler son domicile, certes 25%. Mais moi, je voudrais vraiment insister sur aussi les 75% qui sont du coup l'apanage de l'État au travers de ses collectivités territoriales et donc de l'aménagement du territoire, qu'on soit dans une ville de 10 000, 40 000 ou 500 000 personnes, et bien sûr des entreprises. Et donc c'est pour ça que je pense que pour moi, ça m'interpelle un peu qu'on oppose finalement de manière quasi frontale ou systématique, l'hyperdensité urbaine qui effectivement fait partie des choses à faire changer, et ça moi je suis entièrement d'accord, mais aussi l'aménagement du territoire, que toutes les villes, même un village de 500 personnes, une petite ville, un petit bourg, qu'on soit 10 000, 20 000 ou 30 000, que les cours d'école soient végétalisés, que la biodiversité trouve aussi sa place, qu'on ait un urbanisme plus propice à la santé planétaire, et ça pour moi en fait ça se conçoit, quelle que soit finalement la taille. Bien sûr, c'est plus facile quand on a une commune plus petite, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on doit intégrer dans notre logiciel. Et c'est pas forcément parce que si on déplace tout le monde, on vide nos grandes mégalopoles pour après parquer tout le monde dans des immeubles, dans des villes de 10 000 personnes sans végétation. Presque, j'ai envie de dire, je vois même pas ce que ça change. Et surtout, si derrière, on n'arrive même plus à sanctuariser des zones aussi, si on va s'installer partout dans le territoire. Quelle place va rester finalement au monde sauvage et au peu de nature qui reste, de nature sauvage qui reste aussi en France notamment. Donc je pense que vraiment on est tous, tout est interconnecté et l'hyperdensité, elle ne peut pas se penser sans réfléchir à notre aménagement du territoire et à des villes plus propices à la santé planétaire et à la nature. Merci beaucoup. La première personne pour la question. Oui, bonsoir, bonjour à tous. Arnaud Bonnet. On a réussi à parler 1h30 sans parler du futur qui nous concerne le plus, celui de notre jeunesse et de l'éducation et la transformation du système éducatif. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Comment voyez-vous une transformation de la société sans transformation de l'école publique actuelle? Pour moi, c'est inenvisageable. Hein. Il faut parler davantage de la jeunesse, il faut parler davantage de l'éducation. Ça rejoint les problèmes sociétaux actuels, ça rejoint les problèmes féministes. La parole des enseignants est atténuée à tel point qu'elle n'a plus de valeur. 90%
des enseignants en école primaire sont des femmes. 70% des enseignants dans le secondaire sont des femmes. Il faut repenser et transformer notre système éducatif pour permettre une transformation de notre société. L'avez-vous envisagé? Merci beaucoup. La deuxième question et après un petit tour de réponse en 5 minutes. S'il n'y a pas de deuxième question, on répond. Hein. On répond. Oui, moi je rebondis sur cette question, effectivement. Il me semble un des grands enjeux dès l'école primaire, hein, apprendre à savoir écrire, lire et compter, c'est les 3. La 4e, c'est apprendre à construire sa santé. À aucun moment on apprend à construire sa santé. Or la santé, ça se construit par rapport à l'écosystème. Ça ne se construit pas en disant je fais confiance aux médecins pour s'occuper de ma santé. Ça, il faut le faire quand on est malade, et encore. Mais, si, enfin quand même, un peu. Mais les médecins eux-mêmes, d'ailleurs, et les professionnels de santé eux-mêmes, à quel moment ils sont formés, justement, sur cette question? Ils sont formés dans un moule qui, effectivement, contribue très bien au PIB, d'ailleurs. Hein. La consommation de médicaments, c'est très bon pour le PIB. Donc l'épidémie de maladies chroniques, c'est très bon pour le PIB. Mais ils ne sont pas formés, effectivement, à comprendre d'où viennent les maladies et agir par rapport même à cette contamination générale de la population. Donc là, il y a un enjeu de formation de tous citoyens, mais en priorité aussi des professionnels de santé et de la petite enfance. Juste une réaction rapide sur le sujet, mais vous avez raison, c'est capital. On vient de voir l'aspect sanitaire, évidemment. Il y a d'autres aspects. Il y en a un, moi, il y en a deux qui me tiennent très à cœur. Le premier, c'est que l'école, c'est quand même elle qui nous apprend à penser en silo. Et ça, c'est quand même très gênant parce que c'est une des raisons de la mouise dans laquelle on est. Et puis je dirais, il y a autre chose par rapport à la jeunesse aujourd'hui, et parfois ça peut venir très tôt, à 8 ans. C'est une espèce d'anxiété panique par rapport au fait qu'ils ne sont pas fous, ils savent très bien que le monde dans lequel ils vont vivre va être plus dur, et de décennie en décennie, plus dur. C'est un choc, c'est quelque chose de gigantesque, et je trouve qu'il y a une espèce de silence de l'éducation nationale sur ce sujet qui est quand même terrible, alors qu'il existe des méthodologies pour au moins essayer de faire front à ce genre de choses. Le travail qui relie, les choses inspirées de Johanna Messi, etc., ça permet quand même, par petits groupes, d'assumer beaucoup mieux ce choc qui parfois terrorise des enfants à un âge très précoce. Voilà, juste comme ça, 2 considérations au passage, mais c'est clair que c'est un sujet capital. Non, 2 choses à dire. Alors, moi, il se trouve que je suis enseignante par ailleurs pour les plus grands dans l'enseignement supérieur, mais c'est une question qui me tient en tout cas à cœur. Non, mais moi je voulais insister. Il y a la question pédagogique. Hein, et moi je suis je suis agronome et par ailleurs je soutiens notamment le fait qu'on forme les enfants à la qualité alimentaire à travers tout un système qui existe dans certaines écoles. Bon, mais moi je voudrais quand même redire 2 mots sur les moyens parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, moi je habite dans le 93, j'ai mes enfants dans le 93 en école publique et je vous assure, je suis à la FCPE, je vous assure qu'on se bat comme des malades. Parce qu'il n'y a pas les moyens humains aujourd'hui pour faire un enseignement public de qualité aux enfants. Il y a trop d'emplois précaires, il n'y a pas assez de moyens en assistante sociale, en psychologue, dans les infirmeries des écoles, etc. Enfin, c'est une catastrophe, et en particulier dans un territoire comme le 93. Donc il y a quand même la question des moyens publics de l'école publique, et aussi comment on évite... je veux dire, dans le 93, on est bien placé pour le savoir. Comment on évite la non-mixité? C'est de pire en pire. Il y a de moins en moins de mixité dans les écoles publiques. Il y a un évitement quasi systématique des cartes scolaires par les cadres supérieurs et moyens, parce qu'il y en a la possibilité. Je culpabilise pas, je dis on en laisse la possibilité, comme il y a un soutien forcené à l'école privée qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il faut réinventer l'école publique sur la pédagogie et donner les moyens de cette pédagogie. Mais pour ça, il faut des moyens. Et il faut essayer également de remettre de la mixité, parce que effectivement, c'est la base de tout, quoi. C'est comment, dès l'enfance, on apprend la mixité sociale. Et là, effectivement, il y a tout un travail à faire, je suis d'accord avec vous, qui est essentiel pour refonder la société. Guillaume, rapidement, il nous reste 3 minutes. Ce sera 1 minute. Du coup, on est allé un peu vite en besogne, effectivement, mais c'est le rapport, à mon avis, au travail, aux compétences, aux professionnalités qui peuvent se jouer derrière. Oui, il y a les silos, oui, il y a l'école privée. Pour moi, aujourd'hui, ce dont
l'école nationale et le non, c'est tout simplement d'avoir disqualifié durablement les savoirs manuels. Voilà. Et moi, je suis désolé, ça fait partie des recommandations du manifeste. Je renvoie à ça, c'est pas pour vous le disiez, mais comme ça vous les avez en avant-première. Il faut tout simplement, ce qu'on avait il y a un siècle, les savoirs agri-pastoraux et paysans, il faut les remettre. Voilà, dans les systèmes éducatifs. Parce que du coup, derrière, c'est le rapport à la terre, c'est le rapport à la localité, c'est le rapport à sa propre autonomie, c'est le rapport aussi au faire, c'est le rapport aux méthodes, c'est le rapport au faire communauté par la communauté pédagogique. Il y a énormément de choses qui se jouent derrière ça. Donc, je veux bien avoir un discours sur les institutions, voilà, sur la maltraitance qui est faite à l'éducation nationale. J'en conviens bien volontiers, je suis universitaire. Il n'en demeure pas moins que ça fait plus d'un siècle que ces savoirs-là ont été nettoyés des programmes. Et pour moi, le résultat aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire qu'on forme des gens qui veulent exercer des fonctions urbaines et métropolitaines, majoritairement. Tout ça est très lié, hein, sincèrement. Les sciences sont urbaines, d'accord ? Les universités sont dans les villes. Nos rapports au savoir ont été construits par nos rapports à l'urbain. Voilà. Donc, pour moi, le rapport à la terre joue un rôle déterminant. Et juste pour ma collègue sur la question de, on peut de l'hyperdensité recréer du rapport à la nature. Juste, je ne rentre pas dans le débat parce qu'il reste 30 secondes, en tout cas pour moi. Mais simplement, ça c'est les effondristes ou les collapsologues qui font, non pas des modèles, mais qui commencent à réfléchir à ce que pourrait être une empreinte écologique d'une vie autonome, alimentairement, énergétiquement, etc. Il faut de 700 mètres carrés à 1000 mètres carrés par personne pour avoir une autonomie alimentaire, végétale et un petit un élevage familial. Il faut passer à 2000 mètres carrés avec les dépendances, d'accord ? Les ateliers, les lieux de stockage, etc. 2000 mètres carrés par habitant en France, c'est 25% de la superficie nationale. Il reste donc 75% pour le sauvage qu'on cherche à défendre. Ça veut donc dire que tout ça est éminemment réalisable. Bien évidemment, c'est totalement utopiste. On ne peut pas claquer d'un doigt et faire ça. Mais les arguments qui visent à dire que si jamais on redistribue la population, c'est un pourrissement généralisé et qu'on va recréer des métropoles et des quartiers de bars à 200 km de Paris, c'est tout simplement un argument idéologique de la domination urbaine. Voilà, c'est tout à fait mathématiquement envisageable. Je ne dis pas que tout le monde le veut, je dis juste qu'il faudrait déjà enjamber cet argument logique qui vise à le disqualifier d'entrée et voir simplement si les gens ont envie de faire ça. Or, les sondages tendent à montrer que les gens, ils ont un peu envie de faire autrement et de vivre ailleurs que dans les grands espaces métropolitains. Et tout ça est lié pour moi avec les savoirs dits populaires de la paysannerie. Voilà. Bien, écoutez, merci à tout le monde pour votre participation à cette plénière. Il y a énormément effectivement de chantiers qui sont encore latents, qui sont ouverts dans la discussion. Il en a manqué, mais en 2 heures, c'était difficile d'aborder l'ensemble des sujets liés à la Covid-19. Mais en tout cas, merci à vous tous. Merci à tous et à toutes d'être venus. 14h55, top chrono, Julien, on est à l'heure. Merci encore et on laisse la place au suivant.